Bonjour à toutes et à tous. On va laisser les dernières personnes rentrer et s'installer. Merci de votre présence nombreuse, merci de votre présence à cette conférence qu'on va pouvoir découvrir dans quelques minutes. Quelques petits mots introductifs. Tout d'abord, pour remercier Christian Morin de son accueil, de son hospitalité et de la mise à disposition de cette salle pour l'Assemblée générale du CAUE qu'on vient de faire, mais également pour cette conférence qui va nous être proposée par Patrick Bouchain. Cette conférence qui a pour thème « Moi c'est tous et tous c'est moi ». Avant cette conférence, on a eu le plaisir de partager un petit moment avec Patrick Bouchain, Christian Morin et quelques personnes du CAUE et l'épouse de Christian Morin. On a pu découvrir un lieu insolite, un lieu particulier, un lieu magique, l'art solite d'ailleurs, le nom ne s'invente pas. Ce nouveau lieu qui vient de prendre vie sur Saint-Jean-en-Royans. Et ce lieu, il est en adéquation parfaite avec la thématique de ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est une ancienne friche industrielle, un ancien bâtiment industriel qui a été réhabilité, qui a été conforté, qui a été restructuré, qui a été conservé aussi dans son emprise et dans son volume, dans son architecture. Et ce lieu, il est devenu un lieu magique, un lieu où on allie l'art, la culture, le divertissement, un aspect ludique, tout ça dans un seul endroit où on va pouvoir trouver des expositions, une résidence d'artistes, un petit lieu pour se restaurer, un petit lieu pour se rafraîchir. Et donc je vous invite tous vraiment à aller découvrir ce lieu très particulier qui vient juste d'ouvrir Saint-Jean-en-Royans. Et bravo pour cette réalisation, parce que c'est vraiment un lieu magique et j'ai beaucoup apprécié cette découverte. On va commencer ce petit propos par une chose qui n'est pas traditionnelle. On va commencer par une citation de notre conférencier. Donc une citation de Patrick Bouchain qui nous dit « Ce qui fait la qualité de l'architecture, c'est la qualité de la commande plus que celle de l'architecte. Quand j'ai travaillé sur des endroits avec très peu d'argent pour en faire des lieux culturels, j'avais un commanditaire parfait. Un budget si minime qu'on ne parlait même pas d'architecture et un objectif clair. » La commande, c'est le cœur de métier du CAUE, avec un positionnement en amont des projets, une neutralité qui offre cette capacité à réinterroger la commande. Grand Prix de l'urbanisme 2019, Patrick Bouchain a tout au long de son parcours bousculé les codes en plaçant les usages au cœur de sa pratique et renouvelé en profondeur les modes de faire et de participation habitante. Ce prix récompense autant l'œuvre de Patrick Bouchain que le souci de transmission d'un savoir et de pratique. Architecte et scénographe, c'est une figure de transformation de friches industrielles en lieu culturel et pionnier de la valorisation des lieux urbains délaissés. Pour en citer quelques-uns, le théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers, l'Académie Fratellini à Saint-Denis, le Chanel à Calais, le magasin à Grenoble, le lieu unique à Nantes, la Métavilla à la Biennale d'architecture de Venise, ou encore le Centre Pompidou mobile font partie, entre autres, de l'œuvre menée par Patrick Bouchain sur une trentaine d'années. Précurseur, il met en œuvre sa pensée anticonformiste dans la réhabilitation de friches industrielles en espaces culturels. La construction d'espaces de spectacle, d'espaces publics, d'établissements scolaires, d'habitats sociaux, grâce à une architecture simple et une vision du faire ensemble. Aujourd'hui, il se consacre à transmettre son expérience. Nul doute qu'il trouvera une écoute attentive de votre part, élus, professionnels de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'environnement, ou encore simples citoyens, tous engagés pour la qualité du cadre de vie en Drôme. Je vais laisser Claire Cossera compléter ses propos. Merci. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, pardon. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le CAUE est ravi d'accueillir Patrick Bouchain, qui vient nous présenter sa démarche atypique, une démarche qui questionne constamment l'acte de construire, une conception de l'architecture qui repose sur le besoin et les savoirs des habitants. Pour préparer cette conférence, j'ai lu quelques ouvrages de vous, sur vos projets, sur votre démarche. Il y avait des livres sur vos projets. C'était des récits revigorants qui élargissent le domaine des possibles. Certains livres parlaient aussi des chantiers où les ingrédients sont délégation, confiance, retournement des contraintes, assouplissement des normes et imagination. Votre parcours, c'est un parcours riche d'une 50aine d'années, du coup, vous me disiez.
avec plus de 150 réalisations qui vont de la reconversion de friches industrielles à la création de structures éphémères, de l'habitat social à l'équipement public. Et chaque projet est unique et fondé sur la réversibilité, l'expérimentation et le faire avec. Faire avec les habitants, faire avec l'existant, faire avec les artisans, faire avec les ressources locales. Ce faire avec prend tout son sens dans le contexte actuel où il y a une forte demande de pratiques démocratiques et un épuisement des ressources et de manière plus générale, une remise en cause de la standardisation de la construction. Le sujet du faire avec est un enjeu pour le CAUE. C'est le sujet qui a été retenu pour la prochaine rencontre départementale qui se tiendra le 9 novembre. Mais revenons à vous, pendant des dizaines d'années, vous avez orchestré des projets où les manières de construire étaient repensées. Vous avez développé à moindre coût ce qui semblait infaisable. Et depuis 2016, vous vous consacrez à l'enseignement et à la transmission de votre expérience. Avec la preuve par 7, vous allez nous en parler pendant la conférence, vous élaborez une démarche expérimentale qui travaille avec des porteurs de projets en cours de développement à travers toute la France, à 7 échelles territoriales. Ça va du petit village jusqu'à la métropole, et il y a un territoire des dom-tom aussi. L'objectif est de promouvoir le recours à des approches inédites, dessiner de nouvelles manières de construire la ville collectivement, et revendiquer un droit à l'expérimentation. Cette démarche appuie sur des questionnements qu'on se pose nous aussi au CAUE lorsqu'on accompagne les collectivités. Comment partir du terrain et de ses acteurs pour se saisir des grands enjeux sociétaux? Comment mener des projets qui s'adaptent aux spécificités locales, qui permettent une appropriation individuelle et collective, tout en répondant aux attentes bien définies des opérateurs et des financeurs? Vous vous intéressez à la question de la commande et des réglementations. Vous participez à la rédaction du permis de faire, introduit par la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, qui date de 2016 et qui autorise l'expérimentation grâce à la possibilité de déroger à certaines normes trop contraignantes. Toute l'équipe du CAUE est ravie de vous accueillir sur notre territoire, de recueillir votre témoignage qui vient bousculer la chaîne traditionnelle de l'aménagement, ainsi que la place de chacun des acteurs dans la fabrique de la ville. Dans un contexte de sobriété, nous cherchons à faire évoluer nos approches et nos pratiques. Nous cherchons à proposer des lieux capables de s'adapter aux différents besoins sociétaux sans pour autant subir des transformations titanesques, ni des investissements trop lourds qui rendent parfois le fonctionnement très complexe. Nous cherchons à proposer des lieux appropriables par tous, des lieux mutualisables, des lieux qui peuvent évoluer dans le temps, des lieux qui ne fichent pas les espaces dans un programme d'usage. Voilà, on vous remercie d'être là et je vous laisse la parole. Voilà, là, vous entendez. Ah oui. Non, c'est ça. On a été habitué pendant très longtemps à parler dans des édifices qui étaient donc construits pour qu'on puisse parler sans micro, parce que ça n'existait pas. Et donc aujourd'hui, comme voilà, les micros existent, la ventilation mécanique existe, la climatisation existe, le chauffage existe, donc on ne fait plus une architecture humaine, on pourrait dire, et une architecture d'ailleurs qui va poser des problèmes au niveau de sa consommation énergétique, voire de ses matériaux. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on va parler d'écologie dans un endroit qui est peut-être climatisé, chauffé, ventilé, sonorisé, et alors qu'on pourrait se donner comme règle, est-ce qu'on peut se parler sans rien d'autre que la bouche et le regard? Vous voyez, j'ai fait remonter la lumière, par exemple, parce qu'on privilégie en général l'image à la vue que j'ai de vous. Et moi, je ne peux pas parler si je ne vous vois pas. Et là, en plus, je ne vous vois pas bien. Je ne vois pas parce que la pente est trop forte et que c'est la réglementation qui l'a donné, les tiroirs. Et qu'éventuellement, même la distance est bonne, mais voilà, je ne vois pas votre émotion. Je ne vais pas donc pouvoir être totalement rentré en relation avec vous. Et donc, quand on fait des lieux de culture, puisque j'ai commencé à faire principalement des lieux sans argent, et les gens qui avaient très peu d'argent étaient en général les artistes. Donc, comme tout à l'heure, on m'a présenté comme quoi je réinventais la commande ou que la commande était déterminante. C'est parce que quand vous travaillez avec quelqu'un qui a une nécessité, c'est-à-dire qui a un besoin d'être logé, besoin de travailler, besoin voilà, de montrer ce qu'on sait faire et tout, la commande, elle est très simple.
Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir répondre à cette commande simple. Et très souvent, on pervertit la commande au prétexte que réglementairement, elle doit passer par des règles que vous connaissez tous. Alors, comme moi, j'ai travaillé avec des gens qui n'auraient jamais pensé pouvoir utiliser un architecte, parce que voilà, ça paraissait onéreux d'utiliser un architecte, voire peut-être que les architectes avaient une incompétence pour la question qu'on allait leur poser. Donc j'ai décidé de faire ce que les architectes ne faisaient pas. C'est-à-dire de dire, en gros, les architectes construisent, je ne construirai pas, et les architectes se nomment architectes, et je ne me nommerai pas comme architecte. Donc j'ai plutôt été pendant très longtemps assistant. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'il fallait assister quelqu'un. Alors aujourd'hui, on appelle ça de la participation, mais qu'il fallait assister quelqu'un pour qu'il définisse mieux sa commande. Et en assistant cette personne pour qu'elle définisse mieux sa commande, on pouvait éventuellement l'aider à réaliser son désir. Vous voyez, l'aider à franchir quelque chose que cette personne n'aurait pas osé franchir au prétexte qu'elle se considérait comme incompétente. Alors en commençant comme ça, et en effet Claire a raison, c'est il y a 50 ans, donc j'ai touché un milieu qui n'aurait jamais pensé faire de l'architecture et qui n'aurait jamais pensé d'ailleurs s'adresser à un architecte. Et comme dans le même temps, ces commandes relevaient, disons, de budgets qui étaient pour ainsi dire inexistants, qui étaient comme quand on répare sa maison et autres, c'est comme ça qu'en fin de compte que j'ai abordé l'autoconstruction. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un ne pourrait pas d'ailleurs travailler sur son propre espace, que ce soit son travail et autres, quoi. Donc j'ai commencé comme ça à faire de l'autoconstruction, et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à me rendre compte qu'on pouvait peut-être travailler avec des manuels ou des gens manuels avec un respect qui est indispensable à cette pratique, puisqu'il n'y a pas d'architecture sans sa matérialisation et qui est sa construction. Comment peut-on imaginer que aller dans un lycée d'enseignement technique, c'est une voie d'échec par rapport à la voie plutôt royale de l'enseignement général des écoles préparatoires et des grandes écoles? Comment peut-on considérer que ce qui va être notre main est une main négligée dès très tôt, en disant c'est une mauvaise orientation. D'ailleurs, mon fils, ma fille a échoué scolairement, et donc malheureusement, c'est tout. Ou de considérer que le dernier arrivant, c'est-à-dire le migrant ou l'immigré, ou la personne qui vient, celle, en fin de compte, qui n'a pas le métier, ce métier-là entre les mains, mais comme personne ne veut faire cette tâche, en fin de compte, on a affecté à l'immigration une grande partie de la construction. Donc, vous voyez, je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible. On ne peut pas avoir quelqu'un dont c'est pas le métier, mais qui vient encore porteur d'une construction archaïque, donc qui est porteur presque, on va dire, d'une construction écologique, d'une construction économique et écologique. Quand cette personne qui est porteuse de ça, on la considère comme une simple main-d'œuvre d'exécution et non pas une main-d'œuvre d'interprétation. Et comme je faisais du théâtre et que dans le théâtre, on peut travailler avec un texte historique, vous voyez, on peut travailler avec une pièce de Sophocle qui a été réadaptée, je sais pas, au XVIIe siècle par Racine et qui est rejouée aujourd'hui par quelqu'un qui lit le mythe, qui existait sûrement peut-être avant Sophocle, hein, mais avec le mythe, et qui en effet, en la rejouant, la remet d'actualité dans cette chaîne qui est indispensable. On appartient à un ensemble, et donc cette chaîne, elle est non seulement, il faut revenir à la base, à ce qu'on appellerait la reprise, la répétition, il faut recommencer la chose pour la réactualiser et éventuellement la transmettre, la transporter, vous voyez, dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas de rupture. Et comme la modernité a considéré table rase, rien avant, nous, on a tout inventé, que l'industrie, rien avant, on a tout inventé, je me suis trouvé à un moment donné à dire, mais dans quel monde vivons-nous et pourquoi je ne peux pas justement faire mon métier en rentrant par le plus petit. Et le plus petit est peut-être le plus grand, parce que le plus petit, c'était éventuellement quelqu'un qui a le désir de réaliser quelque chose sans commande. Parce que n'oubliez pas que le travail artistique est sans commande. Le travail artistique est un impulse que quelqu'un a et veut produire quelque chose, bien qu'on pourrait dire un tableau a toujours existé, une salle de théâtre a toujours existé, je sais pas quoi, un film, ainsi de suite. Non, on a un besoin de rentrer dans le mouvement, et en rentrant dans le mouvement,
on produit quelque chose qui est expérimental. On produit quelque chose, on en parlait à midi, et oui, quand vous le dites comme ça, en 2 mots, voilà, que toute œuvre, pour être jugée, doit être terminée. Ça paraît banal, mais on ne peut pas juger une œuvre avant qu'elle soit faite. Donc, toute ma vie, ça m'a préoccupé. Pourquoi on fait confiance, ou on laisse quelqu'un sans commande vouloir produire quelque chose, au risque d'ailleurs de produire une merde, parce qu'il ne produit pas toujours une œuvre. Il produit quelque chose qui est porté au jugement de la société et après qui est classé. Et éventuellement même qui sort de son classement. Elle peut rentrer et sortir d'un classement. Et les grandes œuvres musicales, les grandes œuvres de peinture ou d'architecture qui sont rentrées et sorties. Alors je me suis dit, je vais travailler avec celui qui a un désir, qui a un besoin, qui a un impulse, qui a une nécessité et qui n'aurait jamais pensé qu'il était compétent pour travailler sur l'espace dans lequel il va vivre et travailler. Parce que là aussi, d'avoir séparé le travail et la vie, je ne sais pas comment on pourrait dire, parce que alors ça veut dire qu'il y aurait l'appartement serait la vie de quoi? La vie d'un couple, et le travail serait la vie d'un employé ou d'un ouvrier. Enfin, c'est absurde, quoi, voilà. Alors j'ai travaillé sur ça, et très tôt, on a considéré que je ne faisais pas d'architecture, que je faisais ce qu'on appelait à mon époque du socio-cu, voilà, du socio-culturel. Et lentement, cette façon de faire a commencé à changer d'échelle parce que je me suis formé. À l'école, je n'avais pas appris ça et je ne comprenais pas ce que j'avais appris d'ailleurs parce que j'étais allé dans une agence, une très grande agence, parce qu'il y avait le plein emploi quand je sortais de l'école et j'avais des gens qui faisaient des milliers de logements sociaux et donc je suis embauché et j'ai un chef d'agence qui me présente un chef de projet et je demande ce que je dois faire et il me sort la liste d'un programme de 4000 logements et je dis mais comment je fais? Il prend son trousseau de clés, il le jette sur la table à dessin et il dit ce sera le centre-ville. Et il fait un rond comme ça et il dit maintenant tu prends telle affaire, tu découpes, on découpait les calques, on faisait des contre-calques, tu colles et tout et on collait des barres comme ça et après des cellules types et tout. Bon, je suis resté 1 mois pour toucher mon salaire et j'ai dit plus jamais ça. Alors, quand j'avais décidé donc de ne plus jamais ça et qu'il fallait donc quand même que je vive, il fallait donc que je travaille pour vivre, il fallait que je fasse des petites choses, mais il fallait que les petites choses me soient rémunérées au même niveau que ceux qui me passaient commande. Vous voyez, c'était éviter cette différence d'échelle ou cette supériorité que peut donner un traitement, un salaire ou des honoraires. Et donc, c'était de dire, en fait, compte, est-ce que je peux gagner la même chose qu'un ouvrier ou est-ce que je peux gagner la même chose qu'un artiste? Parce que des fois, c'était pareil. La précarité artistique, on la considère comme très avantageuse et parce que c'est quelqu'un qui est intellectuel et autres par rapport à la précarité sociale. Mais au bout du compte, sur le plan économique, c'est la même chose, c'est le même montant. Simplement, les modes de vie sont pas pareils. Pour l'un, c'est accepté éventuellement à l'époque. Maintenant, tout le monde le fait. On s'habillait avec des vêtements qu'on achetait aux puces, par exemple. Vous voyez, donc, voilà. Seuls les artistes s'autorisaient ça, par exemple, de porter des vêtements d'un autre, par exemple, ou de porter toujours le même vêtement, pas d'avoir. Donc j'ai commencé à faire l'architecture comme ça. Et aujourd'hui, ça me fait tout drôle d'entendre que c'est la participation, c'est l'éco-construction, c'est la responsabilité, je sais pas quoi. Et donc ça m'inquiète parce que plus on en parle, en fin de compte, presque plus on empêche de la faire. Parce qu'en fait, on se dédouane en utilisant des termes qui nous donnent bonne conscience. Voilà, donc, et moi, j'aime pas trop ça. Vous voyez, c'est comme quand on fait un musée. En général, quand on fait un musée sur un sujet, c'est que le sujet est en péril. On pourrait dire pas les musées d'art, mais sur un musée, vous voyez, ethno, par exemple, mais le mode de vie, quand on commence à vouloir collectionner des objets particuliers, c'est qu'ils vont disparaître. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je reste tout le temps dans ce niveau-là, et que je réinvente toute la chaîne. Alors, je me suis rendu compte très vite que cette commande venant de un, qui était un artiste par exemple, elle pourrait être de la même façon d'un habitant qui n'oserait même pas le dire, voilà, qu'il a un point de vue sur le paysage, il a même un point de vue sur l'acoustique, il a un point de vue sur la beauté, voilà, il a un point de vue sur une chose qui est apparemment immatériel presque. Et donc, j'ai essayé de me promener par ces nouveaux commanditaires, on pourrait appeler. Comment je pourrais aller chercher des commanditaires totalement inattendus. Et ensuite, je me suis mis dans la peau d'un commanditaire public
qui ne pouvaient pas faire comme moi, parce qu'on me disait, mais toi c'est facile, tu fais avec un artiste, toi c'est facile, tu fais avec quelqu'un qui est intelligent, toi c'est facile, tu as choisi ton commanditaire. À chaque fois, on trouvait, je dis, attends, c'est facile, vous le faites pas. Moi, je le fais, et je vous jure, c'est quand même un effort. Mais ne dites pas que c'est facile. Alors après, ça m'énervait tellement. Je me disais, attends, moi, je vais y aller, tu vas voir. Je vais aller dans la commande publique. Vous allez voir ce que je vais pouvoir démontrer que c'est pareil. Donc, j'ai même très souvent assisté à un politique. Parce qu'un politique, si vous voulez, c'est compliqué comme mission. Parce que le politique, il est délégué dans un système de représentation, la démocratie représentative. Il reçoit une délégation d'un collectif, qui est la société, et quand il n'est pas élu, il est citoyen. Et il revendique à un moment donné de prendre une place plus responsable que les autres, et donc il fait campagne, ce qu'on appelle les élections, il défend son programme, et tout. Il est élu. Mais la veille d'être élu, il était un citoyen. Et le lendemain, il est un élu. Et on voudrait que dès le lendemain, il soit compétent dans tout, ou que dès le lendemain, il soit détaché de nous, que lui-même, il se détache de nous par rapport à la fonction qu'il prend. J'ai pensé qu'en démocratie, il y avait un manque là, entre d'un seul coup ce saut de devenir un élu, qui d'un seul coup est en général phagocyté, vous le savez, par les services techniques. Parce que comme l'élu, il ne sait pas, alors il pose des questions. Comme il est quand même, il est citoyen, il est élégant quand même, il entend, il ne peut pas tout remettre en cause. Et du coup, il a tendance quand même à maintenir en état l'équipe technique qui va gérer la collectivité pour laquelle il a été élu. Il ne peut pas mettre tout le monde à la porte, et ainsi de suite. Et donc, sans s'en rendre compte, il va se faire contaminer par une autorité, on pourrait dire, des techniciens, voire même peut-être pour le protéger. Parce que très souvent, d'ailleurs, les services techniques disent « Monsieur le maire, c'est pour vous protéger. On vous empêche de faire ça parce que c'est pour vous protéger. Vous allez aller en prison, sinon vous allez vous protéger. » On donne l'exemple du paquet, du truc de basketball qui est tombé, machin, toc, prison et tout. Il suffit de donner un exemple, hop, j'arrête. Voilà. Alors, du coup, je me dis, il manque un maillon qui est de décrypter. Parce que s'il y a des services techniques, c'est utile. S'il y a des lois, c'est utile. S'il y a des règlements, c'est utile. S'il y a une organisation territoriale, c'est utile. Enfin, il n'y a pas de raison de faire la table rase. Parce que j'ai dit que j'étais contre la table rase. Mais il y a peut-être à un moment donné un éclaircissement par simplification. Vous voyez, dire, écoutez, pas comme un bouffon, comme le bouffon du roi, ou comme un peu le fou qui se permet de dire une chose, mais putain, je vais le dire autrement. Voilà, ce que vous avez entendu, je vais vous le dire autrement. Voilà. Je vais vous le dire autrement. Puis après, on verra si vos services peuvent l'entendre autrement. Et puis d'ailleurs, on va regarder comment je vous le dis, est-ce que ça ne s'est pas fait ailleurs ? Parce qu'on est quand même dans une république. C'est pas une république bananière. C'est quand même un truc qui s'adresse à l'ensemble du territoire. Donc si ça s'est fait ailleurs, on peut aller voir comment ça s'est fait, pour quelles raisons. Et on peut d'ailleurs considérer que ce qui s'est fait ailleurs, c'est une forme de jurisprudence. Et en fin de compte, tout le code pénal, il n'est applicable que parce qu'il y a des jurisprudences. Il n'est pas applicable à la lettre, sinon on mettrait tout le monde en prison tout de suite. Et on peut même d'ailleurs être avocat et défendre un criminel. Et ce qui compte, c'est de défendre le criminel. C'est pas de le mettre en prison, c'est de le juger. Et en le défendant et en le jugeant, on s'aperçoit quand même, voilà, il a dépassé les bornes. Il est sorti de la règle qui permet de vivre ensemble. Mais c'est pas toujours utile de le mettre en prison. D'ailleurs, c'est le jugement qui est important. C'est le jugement public. C'est la délibération publique. C'est très important. Vous vous rendez compte, voilà, il y a quelqu'un dont on sait, mais on n'a pas tous les faits et tout, mais on va débattre que ce qu'il a fait n'est pas normal. Il y aura d'ailleurs des jurés qui seront tirés au sort dans certaines cours pour donner un avis, qui est un avis qui revient du peuple. C'est pas un avis seul de l'institution judiciaire. Alors, j'ai essayé de faire mon métier comme ça. Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'au début, on disait, en fait, il a défendu les squats, donc c'est un gaucho, quoi, c'est un anarchiste, un gaucho. Et après, maintenant, il va nous parler de loi. Et en plus, non seulement je parlais de loi, mais moi, quand je venais à des réunions, je venais avec le code civil, ou le code de l'urbanisme, ou le code rural et forestier, vous voyez, ou même le code de l'éducation. Je dis, mais attendez, de quoi me parlez-vous ? Alors on regarde l'article, quoi. Oui, d'accord, comme ça, mais vous êtes d'accord qu'on peut l'interpréter comme ça. D'ailleurs, certains l'ont déjà interprété. Et d'ailleurs, nous, on pourrait être les premiers à l'interpréter. Peut-être que d'ailleurs, le contexte, pour que répondre réellement à la demande, il faudrait l'interpréter. Parce que si on l'applique tel, en fin de compte, on va répondre et ça ne va pas satisfaire. Alors, c'est assez drôle parce que je suis passé entre l'assistant d'un artiste pour après aller être l'assistant d'un habitant. Mais pour moi, l'artiste est un habitant.
Voilà, parce que ça me désole quand j'entends il y a les habitants, les artistes, les élus et tout. Enfin, j'ai démontré qu'à un moment donné, l'artiste était un habitant, avec les mêmes conditions financières qu'un habitant qu'on qualifiait d'habitant, mais on le considérait comme un minable, parce qu'il avait gagné le SMIC, par exemple, ou d'un élu qui, en fin de compte, était un citoyen très modeste, qui avait fait campagne et qui était élu, et d'ailleurs qui avait une rémunération. Il y a certains élus qui ont des rémunérations d'une très grande modestie. Il n'y a pas, suivant être élu d'une petite commune, c'est des fois ne même pas avoir assez pour payer l'essence de la voiture pour faire sa permanence. Alors, en faisant comme ça, j'ai commencé à démontrer que je pouvais changer d'échelle et que je pouvais changer d'interlocuteur. Et donc, je suis monté assez haut, vous voyez, parce que je suis monté même jusqu'à un ministre. Vous voyez, quand vous avez un ministre qui d'un seul coup est bloqué dans une situation, et vous arrivez, vous dites, bah oui, c'est normal, vous êtes bloqué parce que c'est comme ça, mais moi je peux faire comme ça, et d'ailleurs on peut faire comme ça. Alors c'est comme ça que j'ai, contrairement à ce que certains disent, j'ai le bras long. Mes parents étaient très modestes, on vivait très modestement, j'avais aucune relation, c'est simplement, on pourrait dire, le terrain qui m'a permis de rencontrer les élus, les chefs d'entreprise, et donc pour moi des habitants. Voilà, donc. Alors en faisant comme ça, je me suis dit, mais pourquoi on ne m'a pas enseigné ça à l'école ? Pourquoi j'ai pas entendu ça? Alors c'est vrai que c'est dur. On ne peut pas faire une école qui fait une sorte de mimétisme sur le réel. On va faire travailler les étudiants sur un projet, mais le projet sera un vrai projet. Mais en fait, non, c'est pas un vrai projet. Enfin, c'est un terrain qui est un vrai terrain, mais c'est pas un vrai programme, c'est pas un vrai budget, ou je sais pas quoi. Et en fait, quand on va faire comme la recherche scientifique. C'est-à-dire, quand vous êtes anthropologue, vous avez beau être, je sais pas, le plus grand anthropologue, je sais pas. Lévi-Strauss, par exemple, il allait aux îles Samoa, il habitait sous une tente, il était en short, il apprenait la langue locale, il se faisait piquer par des moustiques, et il étudiait les choses, il les ramenait au Collège de France, et il faisait une conférence au Collège de France. Donc il n'aurait pas pu faire une conférence au Collège de France si elle n'avait pas été sous une tente dans les îles Samoa, très éloignée de sa famille pendant un certain temps. C'est impensable. Les architectes, non. Voilà, les architectes, ben non. Les architectes, on sait, les sociologues non plus. On fait des enquêtes, mais on empile les enquêtes. Et les architectes, on fait des concours, on a des modèles, on a des programmistes, et on ne remet pas en cause ni les programmes, ni les concours, ni les machins, ni la façon dont on attribue les marchés, et ainsi de suite. Alors, en effet, quand j'en parle, on me dit, ben quand même, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Mais comme moi, j'ai fait de mon métier ma vie, ou ma vie, c'est mon métier, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc, voilà, quand je lis un livre, je pense à ce que ça va avoir comme incidence sur la façon dont je fais mon métier, par exemple. Mes amitiés sont en général mes amitiés dans l'action, dans le travail. Je ne sais pas ce que ça veut dire un loisir. Vous voyez, d'avoir des amitiés dans le loisir et tout. On part en week-end, admettons. Rien ne m'énerve plus que le vendredi à 15h, bon week-end. J'ai envie de foutre des fois, je me dis, mais attends, bon week-end de quoi? Pour moi, oui, peut-être, enfin bon, pas un peu sûr. Alors, je me suis dit un jour, mais pourquoi c'est pas l'école que j'ai entendue? Où j'ai entendu certains professeurs, quand même, parce que j'ai quand même été orienté. Je viens pas de rien. J'ai été orienté au collège, j'ai été orienté au lycée, j'ai été orienté dans l'école, j'ai été orienté par les films que j'ai vus, j'ai été orienté par les ciné-clubs auxquels j'ai participé. J'ai été orienté, si vous voulez. Mais c'était un truc que j'ai été chercher. Tout n'était pas sous la même institution, sous la même pratique et tout. Et je me dis, c'est toujours un peu prétentieux, si vous voulez, on dit, mais pourquoi je ne ferais pas une école? Voilà, pourquoi, puisque je sais comment faire une école. C'est compliqué de faire une école, parce que voilà, il y en a aussi, c'est pas la table rase. Il n'y a pas une école qui n'est pas bonne, puis une école qui est bonne. Il suffit de le dire et elle sera bonne, quoi. Alors, je me suis trompé. J'ai commencé à vouloir faire une école, planté. Après, j'ai voulu enseigner un petit temps, je me suis planté. Après, en 81, avec Jean Prouvé et Charlotte Perriand, on avait tenté de faire une école de création industrielle, qui était une école qui permettait de regarder justement autrement le monde dans lequel on rentrait, sachant qu'il changerait, mais que l'industrie continuerait à être le mode de production. On ne pouvait pas dire, bon, on va tous faire des cuillères en bois et des paniers en osier. Voilà, il y a un problème. Mais peut-être qu'on peut regarder autrement les choses. Bon, j'ai une très grande expérience à cette école. J'ai fait pendant 3 ans, je l'ai créée. Après, Jean Prouvé est mort. Voilà,
je suis parti. Et après, j'ai rencontré d'ailleurs le ministre de la Culture de l'époque grâce à l'école et grâce à ma démission, parce qu'il ne voulait pas que je démissionne. Et donc, Jacques Lang m'a demandé de le rejoindre. Et donc, j'ai dit non, moi, je ne veux pas rentrer dans une structure. Je veux bien être à l'extérieur pour faire des choses que vous n'arrivez pas à faire dans le ministère. Donc, j'étais, certains, le poil à gratter, quoi, là, et de dire, est-ce que, en effet, à la place où est un ministre dans l'exécutif et donc dans l'application d'une politique et les moyens que l'on a pour l'appliquer, est-ce qu'il y a une réalité entre cette décision et son application? Donc, je pouvais prendre plein d'exemples. Je déjeunais très souvent avec lui le mercredi après le Conseil des ministres. Il me disait les décisions qui avaient été prises. Je disais, non, pas la peine. C'est un effet d'annonce, ça, mais c'est même pas la peine d'essayer. Ouais. Sur le logement social, c'est même pas la peine d'essayer. Sur le sport avant l'été, un terrain de sport pour chaque enfant, ça, tout, c'est pas en vacances. Mais après, il faut trouver le terrain. Il est à l'office d'HLM. Il faut le faire avec des travaux. Puis on n'est pas dans le plan qui est financé. Donc, terminé, c'est pas la peine. Il faut me acheter des ballons et laisser les ballons et les mômes jouent dans la rue, quoi. Alors, du coup, j'ai fait ça avec lui. Et comme j'avais été un militant avec beaucoup avant, après 68, sur ce qu'on appelle la création des ateliers publics d'architecture et d'urbanisme. Et on avait donc inscrit d'ailleurs ça dans les 110 propositions du candidat socialiste, et d'avoir une maîtrise d'œuvre publique. Un peu, voilà, les CAUE, je voulais donner un supplément au CAUE. Qui était pour moi trop dans le conseil et pas dans la maîtrise d'œuvre. Alors on a accepté, bien sûr, même dissolution de l'ordre, désordre, tout le monde avait tout accepté, bien sûr. Élection, moi, c'est Quillot, le maire de Clermont-Ferrand, qui est ministre de l'équipement. Il nous reçoit, parce qu'on était une délégation quand même assez importante, avec des architectes de renom, et il nous dit, écoutez les gars, entre les promesses électorales et la réalité, voilà, on a discuté maintenant avec l'ordre. En fait, c'est une atteinte à l'exercice libéral, c'est une commande dévoyée. Non, voilà, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Et du coup, allez, salut, on fait pas d'atelier public. On a compris. Quand Jacques Lang a été ministre de la Culture, que je travaillais auprès de lui, il a été, à l'époque, on pouvait être maire. Il a été élu maire de Blois. Bon, il n'avait pas très bien envie d'être maire, mais il fallait l'être pour être raccordé au terrain. Et donc, j'ai été un peu le vice-maire. C'est-à-dire que j'ai été, en fait, compte, un maire j'étais son bras droit, mais pas l'élu. J'étais, en fait, compte, comme un technicien. Il y avait un premier adjoint qui dirigeait, mais moi, j'étais le secrétaire général. Alors, j'ai mis en place un atelier public d'architecture. Alors là, l'ordre des architectes, machin, j'ai eu tout le monde contre moi. Mais comme, voilà, c'était l'avis du ministre, pardon, le préfet a accepté à titre expérimental de mettre un atelier. J'ai dirigé donc un atelier public d'architecture pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, comme je me faisais payer à la rémunération d'une personne qui rentrait au premier poste dans la fonction publique, oui, ce qui n'est pas beaucoup, et donc ça ne pouvait pas durer. Voilà. Au bout de 4 ans, je suis parti. À peine je suis parti, ils ont dissous l'atelier, et on est revenu à la mode d'avant. J'ai quand même fait un pont de 400 mètres sur la Loire que j'ai piqué à la direction des routes, en disant je vais faire un pont urbain et non pas un pont périurbain. Bon, on s'est assez quand même. C'était possible. Il fallait en effet négocier avec le ministre, avec la direction des routes, mais la DDE était d'accord qu'il fallait faire un pont urbain, par exemple, aller de quai à quai. Mais un truc aussi simple que pour être jugé, une œuvre doit être terminée. Il y a un pont, pour moi, ça va de quai à quai. Ça ne va pas de la fin de l'autoroute en passant dans le paysage pour aller atteindre la Sologne, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Donc de quai à quai, c'était une longue lutte. Voilà. Alors, du coup, quand tout ça s'était fait, je me disais, oui, d'accord, mais c'est facile. Tu as le bras long, tu as fait des petites choses, maintenant tu machin et tout. Mais en fin de compte, tu t'es pas collé à la réalité. Et donc, j'ai commencé mon métier, alors que je l'ai commencé à 22 ans. J'ai commencé mon métier, en fin de compte, réellement, de dire, je vais être maître d'œuvre. Voilà. Et donc, à 55 ans. Voilà. Et donc, c'est assez drôle parce que j'ai commencé avec une énergie de quelqu'un qui a 22 ans. Parce que c'est comme si j'avais été à l'école de 22 à 55 ans. Et là, j'étais en pleine possession de mes moyens. Vraiment, là j'étais imbattable. J'avais l'énergie, la connaissance, la compétence, le réseau, le machin et tout. Et donc, j'ai fait pendant 10 ans, de 95 à 2005,
tous les équipements qu'on vous a décrits, hein, et j'ai fait exprès tout différent, un centre commercial, une piscine, des logements sociaux, une opération en rue, une usine pour un équipementier automobile, un restaurant 3 étoiles, vous voyez, pour montrer que tout peut exister comme ça. Et là, du coup, la profession me découvre. On ne l'avait pas vu arriver, il arrive comme ça, là, en fin de compte, il est en train de nous dire qu'on s'est trompé, quoi, une critique. Et donc là, j'ai tout. J'ai une exposition à la Villa Noailles, une exposition à Arc en Rêve, choisie pour le pavillon de la France à Venise, et ensuite attaqué au pénal par l'ordre des architectes pour port abusif du titre, parce que je ne payais pas ma cotisation, et ainsi de suite. Et donc, du coup, je dis, bon, bah, j'arrête. Donc, vraiment, j'ai travaillé comme un arrache-pied 10 ans. 10 ans, j'arrête. Et je prends ma pré-retraite, parce que ça m'était suffisant. Je ne vis que de ma retraite, qui est plus que ce que je gagnais quand j'exerçais, et je donne mon temps comme un chercheur qui, grâce à sa retraite, a un crédit de recherche. Voilà. Et à partir de là, je dis, je ne fais plus que d'accompagner des jeunes, des gens qui ont envie de faire comme moi, mais ils n'ont pas les moyens, et pour ça, je fais une école de terrain. Alors, je fonde d'abord ce qu'on appelle une université foraine, que je m'étais accroché avec Michel Onfray sur l'université populaire. Parce que l'université populaire, c'est un problème, parce que c'est en général un universitaire qui donne son temps caritatif, bénévole, comme vous voulez, à des gens qui ne sont pas allés à l'université et qui le regrettent. Mais moi, pour moi, il est trop tard. C'est-à-dire que c'est pas à 55 ans qu'on apprend l'économie, ou à 70 ans qu'on apprend l'économie, ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est même un peu prétentieux, parce que c'est enseigné à des gens qui ne sont pas allés, alors que vous y êtes allés, et vous dites, bah, je vais vous transmettre ce que vous auriez dû avoir. J'ai entendu, trop tard. Alors, moi, je m'étais accroché à lui, et j'avais fait une université de terrain, sur les modes de survie, et on s'est engueulé. Et après, je me dis, en fait, compte, je vais changer, je vais faire une université foraine. C'est-à-dire que je ne vais pas faire changer l'université dans son sein, ni créer une université libre contre l'université, mais je vais emmener l'université sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les anthropologues. Est-ce qu'on peut dire, admettons, il y a un chantier, et ce chantier, un projet, un chantier, oui, un projet, un chantier, on va dire, un sujet, un projet, un chantier, on va dire comme ça, les trois stades. Et on pense que c'est intéressant de réinterroger le sujet. En fait, peut-être de remettre en cause la commande, mais pas au sens je suis contre, mais au sens peut-être qu'elle n'est pas totalement bien définie. Et pourtant, on dirait non, on ne recommence pas, on n'a jamais eu tellement de temps à trouver le financement et tout. De dire non, au contraire, c'est peut-être pour dépenser moins, c'est peut-être pour être plus près et tout. Et donc, c'est de dire, on fait venir, au moment où le sujet est exposé et où le projet est en train de se faire et où le chantier va se réaliser, alors on fait converger tous ceux qui sont intéressés par ces trois phases et qui viennent avec leurs propres moyens. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire, en fait, compte à tel lycée d'enseignement professionnel, telle école maternelle, ou telle université, tel labo, je ne sais pas quoi, ou tel retraité. Allez, hop, on y va, on fait... Donc j'ai inventé ce qu'on appelle la permanence architecturale, la création donc de la cité de chantier, qui est un vrai lieu commun à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises et aux ouvriers, et un lieu de vie donc pour tous les habitants. Et donc j'ai inventé un lieu de vie qui est préparatoire à l'équipement et qui est le lieu de la transmission et de l'enseignement. Là, je me suis rendu compte que ça marchait parce que il n'y avait aucune vision coercitive de ma part de remettre de l'ordre dans des programmes pédagogiques avec une idéologie qui orientait l'intervention de chacun, et de dire, en fin de compte, bah, voilà, le sujet c'est ça, à chacun de prendre vos responsabilités avant des sujets. Mais oui, j'ai fait, admettons, des grands sujets sur les réseaux séparatifs. C'est pas un truc excitant comme les réseaux séparatifs. Hein. Mais comme on en parle dans les écoquartiers, mais à peine on sort de l'écoquartier, on a un réseau unitaire. Donc on fait chier les gens comme dit l'écoquartier, on les rend responsables. Et après, on mélange tout. Et après, on balance tout. Donc on a fait des trucs, mettons, sur le réseau séparatif, sur les matières fécales, sur les eaux usées, sur le manque d'eau, sur la réutilisation de l'eau usée, et ainsi de suite. Vous pouvez parler de ce sujet avec un enfant tout petit, maternel, parce que je faisais un cours sur aux enfants en disant, vous vous rendez compte que vous faites sec dans vos couches et on vous apprend à pisser dans l'eau potable. Donc là, d'un seul coup, vous avez un truc dans la classe, vous dire, ah ben oui, ça va, t'es allé sur le pot, tu peux aller sur la cuvette maintenant, et hop, 12 litres,
pour simplement... Et pourtant, avant, voilà, il faisait dans sa couche, et on peut dire que c'est le début d'un chiotte sec. Voilà. Pourquoi on ne passe pas de la couche à la sueur, par exemple? Bon, tout ça pour dire que vous pouvez ramener un sujet d'un seul coup où il y a des tas de gens qui disent « Mais j'aurais jamais pensé que j'étais compétent pour ce sujet ». Oui, j'ai fait des débats avec des égoutiers et sur les gaz toxiques qu'il y a dans les égouts, sur la façon dont on gère les matières fécales entre 7h du matin et 9h, parce qu'on a un afflux de matières fécales et il faut les transporter, il faut les promener longtemps avant qu'elles arrivent à la station d'épuration, sinon elles encombrent la station d'épuration, alors qu'on les promène dans le réseau, c'est-à-dire que le réseau fait rétention et lentement, par des petits aiguillages, on les emmène au fur et à mesure jusqu'à midi. Midi, ça recommence, et hop, recharger, et ainsi de suite. Et donc, quand vous faites ça, c'est étonnant. Sur l'handicap, vous faites ça avec des handicapés, des parents, des machins et tout, des pompiers, je fais avec des pompiers sur l'incendie, sur l'intensité lumineuse et tout. Donc, je me dis, mais en fait, cette université foraine, elle peut exister donc à tout endroit. On me dit, oui, mais que par toi. Sous-entendu que toi, quand tu es là, tu y arrives, mais nous, on ne saurait pas le faire et tout. Donc, un jour, j'en avais ras-le-bol. Et donc, j'ai proposé de mettre un article dans la loi Création, Architecture et Patrimoine, puisqu'on m'avait posé, j'avais été entendu par les députés et tout, j'avais dit, mais ce qu'il faut, c'est une loi qui soit comme toute œuvre pour être jugée, doit être terminée, on pourrait dire, toute architecture doit être jugée a posteriori et non pas a priori. Les lois existent, les règlements existent, certains sont contradictoires dans un contexte et ne le sont pas dans un autre contexte. À nous, intellectuels, de connaître les lois et de dire, dans ce cas-là, c'est plutôt celle-ci. Vous voyez, mettons, je ne sais pas, sur l'isolation par l'extérieur dans des logements inscrits à l'inventaire des corons qui sont en briques, mettre l'isolation dehors pour que le logement soit performant, c'est un peu con quand même, parce que la brique, elle a déjà un siècle, 120 ans, et la tôle, dans un quartier difficile, va durer 10 ans, quoi, même pas. Et le mettre à l'intérieur, les logements sont déjà tout petits, donc c'est pas possible. Ils sont habités, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas faire un niveau moyen de l'économie thermique? Est-ce qu'on peut dire, puisqu'on fait le toit, puisqu'on fait l'arrière, on fait pas le devant, on fait un niveau moyen, on fait pas un niveau... Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une loi qui s'appellerait le permis de faire? C'est comme il y a le permis de construire qui est magnifique, vous vous rendez compte? C'est un individu s'adresse à une collectivité pour avoir le droit de construire, d'amener sa pierre à l'édifice dans un ensemble qui ne lui appartient pas. Il est l'auteur et il demande un permis de construire, et ce permis lui est accordé, et on le respecte comme auteur, et après c'est un objet construit qui se met avec l'ensemble, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on instruit un permis. Alors, du coup, je me suis dit, mais on va faire un permis de faire qui fait qu'on jugera a posteriori, pas parce que j'ai un couteau dans la poche que je suis un criminel. Mais par contre, si vous prenez l'avion avec un cutter, comme il y a un mec qui a tué quelqu'un dans un avion avec un cutter, vous ne pouvez plus prendre l'avion avec un cutter, par exemple. C'est drôle. Mais moi, mon petit-fils, il est à l'école à Marseille. Comme ils se battent à la cantine, on a supprimé les couteaux pour pas qu'un enfant blesse un autre avec un couteau. Donc on a changé la bouffe. Ils mangent maintenant tout mou, parce qu'il n'y a plus de couteau. Donc ils mangent à la cuillère, vous vous rendez compte? Alors, parce qu'il y a un mec qui a dit, maintenant ils se battent, alors il y a un couteau, machin. Alors, moi je dis un jour, mais la fourchette, elle est plus dangereuse que le couteau. Au couteau, il ne coûte même pas. Les fourchettes, à peu près, c'est le mec qui la traque là, il les tue, quoi. Alors c'était un grand débat. Est-ce que la fourchette est plus dangereuse que le couteau? Est-ce que la cuillère et tout? Il y a même des mômes qui ont dit, nous, on va tailler les cuillères dans la cour et on va faire des poignards avec. Alors, on va surveiller les cuillères. Bon, pour vous dire, alors je me suis dit, permis de faire, j'y vais. J'ai mis 5 ans pour que la loi soit promulguée, les allers-retours, l'Assemblée, le Sénat, première lecture, deuxième lecture, machin, 5 ans. Et à la fin, j'en pouvais plus. J'avais une associée qui était plus jeune que moi, qui était pugnace. Elle m'a dit, on y arrivera. J'ai dit, bon, écoute, vas-y toute seule. Et elle obtient donc que la promulgation soit avec des décrets d'application, parce que la loi promulguée sans décret d'application, 0. Alors, les décrets d'application, il y a quelqu'un au Conseil d'État qui corrige encore une dernière fois, parce qu'après première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, quatrième lecture, machin, amendement et tout, déjà vous ne reconnaissez plus votre loi, et à la fin, il y a un mec au dernier moment qui dit, bon, attends, là, elle est obligée de passer, parce que le décret d'application, alors on va le coincer, et donc on me met que le permis de faire ne pourra se faire que par la création d'une commission sous l'autorité du préfet. C'était pire. En fait, j'avais obtenu la liberté et à la fin, il fallait une commission. Et là, on me dit, cette expérimentation n'est valable que 3 ans. Bon.
ma copine, Sophie Léron, elle me dit, écoute, on le prend, il va y avoir les élections présidentielles, après on attaque et on a le décret d'application, on remontera. Je dis, ok, on attend les élections, la mise en place des ministres, on demandera à être reçu par les 2 ministres concernés, donc Jacques Mézard, Code Transition écologique, et Julien de Normandie, Logement. Ils nous reçoivent. On a vu, quand ils nous recevaient, déjà, il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Ils nous flagornaient. Ils étaient c'est formidable, formidable, machin. On était reçus dans le salon, machin. Il y avait le directeur de la construction, formidable, formidable, formidable. Mais moi, en douche, je me dis, tu vois, ils vont nous faire un coup là. Et de Normandie, il dit, bon, elle est vachement bien, votre loi. Il est très jeune, hein. Elle est vachement bien. Mais personne ne s'en est servi. Donc, est-ce qu'elle est utile? J'ai attends, vous plaisantez. Décret d'application 1 mois avant le premier tour, le deuxième tour, il faut laisser. Non, mais nous, en fin de compte, on va faire une grande loi libérale. Votre loi, elle est trop libertaire et elle va concerner que des petites personnes. Donc, nous, on veut une grande loi libérale et vous verrez, dans la loi libérale, vous vous y retrouvez. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Entre la loi libérale que vous allez faire, qui est une loi dérogatoire pour les plus gros, et la loi que je voulais faire, moi, qui est expérimentale pour les plus petits, on ne s'entendra pas. Donc, ça ne marche pas. Comme Jacques Mézard était un élu rat-soc, comme on dit, un peu vieux briscard, il a compris quand même que là, je l'avais gros sur la patate, quoi. Et il a dit, écoutez, on va le laisser faire une expérimentation sur le terrain, ce qu'on appellerait une loi en marchant, ou une expérimentation. Sous-entendu, il mourra avant la fin et on sera tranquille. Moi, j'ai accepté. J'ai dit, ok, je prends. Et j'ai dit, mais est-ce que vous m'autorisez à choisir les lieux? Vous n'allez pas m'imposer des lieux, parce que si vous m'imposez des lieux, je vois déjà, je vais être coincé tout de suite. Non, non, vous êtes libre, et en effet, votre proposition de travailler sur des échelles différentes nous intéresse beaucoup, parce que nous-mêmes, on se pose la question sur l'application de certaines lois, sur le logement social, par exemple, entre un village de 50 habitants et Mayotte, parce que j'avais fait exprès de choisir un département d'outre-mer, un peu différent. Voilà. Alors, non, non, nous, on veut les 7 échelles, et après, vous choisissez qui vous voulez. Donc, on a la grande question, c'est comment on va trouver les gens. Donc, on a pris notre voiture, par bouche à oreille, jusqu'à temps qu'on rencontre un village qui était prêt à expérimenter, un bourg prêt à expérimenter, une ville classée monument historique, une métropole à taille humaine, une banlieue, un équipement répété, quoi, une gare fermée, par exemple. Il y a 3000 gares fermées qui ont une valeur nulle, et un département d'outre-mer. Et donc, on l'a appelé la preuve par 7, qui est de dire, en fin de compte, est-ce qu'on peut créer 7 ateliers publics, on pourrait appeler ça comme ça, maintenant, on ne peut pas le dire, mais on crée des agences locales qu'on autofinance avec les opérations telles qu'on les a locales, avec les moyens qu'on a, et on fait la preuve que, exemple, c'est pas possible de construire un logement social dans un village de 50 habitants. Alors, ça a été long, on a mis 1 an pour trouver les 7 lieux. On a signé un contrat, il fallait qu'il y ait un sujet qui concerne un maire, car je voulais absolument travailler avec un élu, je voulais absolument pas faire un truc en dehors de la représentation. Il fallait que ce sujet ait un acteur social dans cette collectivité qui, lui, n'est pas élu, mais qui pourrait l'être, mais qui a préféré rester dehors, mais qui est un acteur qui a les capacités de mener le sujet. Et après, un aménageur, parce qu'on va manquer de moyens. Et donc, une fois, ça peut être un office d'HLM, ça peut être un promoteur, mais ça peut être un maçon portugais, par exemple. Et ben moi, je pense que le premier promoteur, c'est un maçon portugais. Il construit sa maison quand il n'a pas de travail, et quand il a du travail, et il revend sa maison, il fait un peu de bénéfice, et puis voilà, c'est bon. Alors, on a fait ça, et de ça, on arrive à la fin cette année, donc on va parler un peu de ça, si vous voulez, très peu d'ailleurs. On arrive à la fin cette année, et donc on a fait une plateforme jurisprudentielle, c'est un peu prétentieux, de relever les cas qui ont permis qu'on puisse faire, et les cas qui n'ont pas permis qu'on puisse faire. C'est-à-dire, en gros, sur ce cas-là, on a réussi en interprétant comme ça, ou d'ailleurs ça existait dans la loi, quoi. Et cette plateforme, elle va donc servir à d'autres, d'ailleurs, qui d'un seul coup maintenant nous rejoignent en disant « Ah, mais on ne savait pas qu'on avait fait ça, et on fait comme vous, mais on n'avait pas réussi comme vous, ou on a mieux réussi que vous, d'ailleurs, des fois. » Et entre-temps, j'ai mis en place donc 2 chaires de recherche, parce que je voulais associer ma démarche dans le temps long, à dire pourquoi il n'y a pas des écoles d'architecture qui s'intéressent à ça. Donc j'ai mis en place une chaire de recherche expérimentale sur l'expérimentation à l'école de Paris-la Villette.
Ça s'appelle La chair est fait. Et après, j'ai mis une chaire avec Cynthia Fleury au CNAM sur la santé. Parce que je pense que le grand sujet à venir, c'est quand même la santé mentale. Enfin, c'est la santé avant la santé telle qu'on la connaît. Enfin, on a les organismes de santé pour soigner quand on est malade, mais on n'a peut-être pas les conditions pour comprendre avant de tomber malade, quoi. Alors, ces deux chaires, donc, il y a des doctorants, il y a des contracifs, donc ça veut dire que ça permet d'installer une autre dimension que la mienne, qui était papy attaque sujet, puis après il se barre, quoi, voilà. Alors, il y a quelques photos, mais moi j'aime pas montrer les photos parce que les architectes montrent toujours ce qu'ils font, les photos, mais c'est un peu presque pour montrer l'absurdité. Je donne juste un exemple. Et vous connaissez la loi comme quoi il faut du logement social. D'ailleurs, on le voit bien, là, ils ont le Conseil national de la, pas révolution, mais ni de la résistance, mais de la, je sais pas quoi, configuration, a défini des nouvelles règles pour le logement. Tout le monde n'est pas satisfait, mais c'est encore des mesures, si vous voulez, qui sont des mesures autoritaires venant d'en haut et tout. Et donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mettons, exemple, on a dit on va rééquilibrer la mixité sociale et on va faire des zones tendues en demande ou éventuellement tendues sur le plan social et tout. On va rééquilibrer. Donc on met des barrières. Alors vous dites, admettons, on a fait exprès, je veux construire un logement social dans un village de 50 habitants, qui est la plus petite unité démocratique reconnue par la République. En dessous, il n'y a pas de représentation possible. Et au-dessus, ça existe, mais en dessous, il n'y en a pas. Alors, c'est quoi un logement social dans un village de 50 habitants ? C'est un habitat rural, on va dire. C'est un habitat d'ailleurs qui était agricole. Mais comme tout a été vendu, parce que l'agriculture a changé tout, et que tout est en résidence secondaire, donc quelqu'un qui ferait réellement son métier pour nous nourrir, pour vivre de son métier, qui est jeune, qui n'est pas quelqu'un qui a fait normal sup et qui d'un seul coup décide de faire des yaourts. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui dit vraiment faire son métier. Et on a pris un cas, mettons, quelqu'un qui est hébergé. Et donc, cette personne qui est berger, 6 mois par an, il a besoin d'habiter avec ses bêtes. Et 6 mois par an, on a connu ça, moi j'ai connu ça, il va dans les alpages, on s'en va, quoi, on ne reste pas là. Mais il habite avec ses bêtes. Et donc, lui, si on construit un logement social, pour lui, il faut trouver un organisme social, de logement social, qui va venir que pour un logement, aucun ne viendra. Et on va dire, et dans le programme, pardon, il y a 1000 bêtes. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le berger et sa femme et leurs futurs enfants, mais il y a 1000 bêtes. Le mec dit, mais attends, le logement social pour 1000 bêtes, ça n'existe pas. Il dit, mais attendez, je ne comprends pas. Vous êtes en train de dire qu'il faut vivre avec le vivant, raccorder le vivant, machin, et le vivant agir pour le vivant. Et là, je vous donne un exemple. Le mec, c'est lui qui va tenir le paysage par ses bêtes, et il va nourrir des gens, il va gagner sa vie. Sa femme, d'ailleurs, c'est elle qui fait les fromages, la confiture et tout. Et d'un seul coup, il n'y aurait pas de quoi lui trouver un logement accessible, quoi. Alors donc, ça, on l'a déjà fait une fois, là, on va le refaire. Donc, comment on peut relier agriculture, développement économique et logement social, c'est la même chose, quoi. Et comment on peut relier peut-être habiter et travailler, c'est la même chose, quoi. Et comment on peut d'ailleurs avoir 6 mois par an un logement vide qu'on pourrait louer à des urbains qui viendraient voir comment on vit à la campagne, par exemple. Il y a un truc qui est assez simple. Et puis, ça permettrait de faire des petites rentrées de loyer, par exemple. On n'a pas le droit. Voilà, ça, c'en est un. Et puis, si vous prenez l'extrême, à Mayotte, et vous l'avez vu, Darmanin démolit les logements autoconstruits. Les logements informels, on appelle ça l'architecture informelle. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et tout. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, comme tout bidonville, c'est inhabitable. Ça, c'est clair. Mais au moment où c'est construit, c'est magnifique. Mais la République ne retient pas cette construction comme réglementaire, donc elle n'apporte ni l'eau potable, ni l'évacuation des eaux usées de ça. Et donc ça devient un cloaque, si vous voulez. Et donc après on peut le démolir. Après c'est la pègre qui s'installe dedans, qui vend l'eau, qui va le machin et tout, qui tiennent les bornes d'eau et ainsi de suite. Et donc c'était de dire, est-ce qu'on pourrait faire qu'on fait un relevé comme un plan de sauvegarde historique, on ferait un relevé de plan de sauvegarde sociale. De ça, on en fait le PLU, et de ce PLU, on en fait le schéma d'aménagement. Donc je fais ça dans un petit village sur la côte ouest de Mayotte. Voilà. Tout ça, vous voyez, pour dire que c'est incroyable, si vous voulez, entre Montjustin, dans les Abdos de Provence, et Chicony, on pourrait presque dire que les deux pourraient se parler, et peut-être que Chicony
pourrait donner une leçon ou une explication à mon Justin, et non pas l'inverse. Alors, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, parce que je ne... Pas de... Il s'est éteint. Tombe en panne. Ah bon, l'actionne. Ah, je l'actionne. Alors, bon, ça, bon, voilà, c'est pas son cas. Alors, ça, c'est un logement social dans... Ah oui, où le maire voulait garder une population jeune dans son village, et il n'y avait pas de maison, c'était trop cher, mais par contre, il avait un foncier énorme, mais il est dans un parc naturel régional. Donc, est-ce qu'on peut faire un PLU dont on modifierait les règles, on construirait dans des parties du parc naturel, en accord avec le parc naturel, parce que habiter un parc naturel, c'est le protéger. Donc là, on s'est mis dans une châtaigneraie, mais dont la règle était que le bâtiment ne devrait pas abîmer le sol. Il serait posé sur pilotis, et que comme les routes pour y aller sont très tortueuses, la construction serait donc presque portée à dos d'homme, on pourrait dire. Voilà. Donc toute la construction. Et l'idée, c'est de faire un toit qui, lui, est isolé. La maison n'a qu'une façade, et un pignon arrière pour entrer. Elle n'a qu'une façade, et on livre le toit isolé, le rez-de-chaussée, avec cuisine, salle de bain, et on laisse tout libre à l'autoconstruction. Mais c'est une autoconstruction qui est accompagnée par la mairie. C'est-à-dire que la mairie a été maître d'ouvrage. Elle a eu le droit, puisqu'aucun organisme HLM ne voulait venir, d'être agréé pour, d'avoir le droit d'emprunter au même taux, d'être cautionné par le département et d'être gestionnaire du logement. Donc on lui a dit, mais vous vous rendez compte de tout le boulot que ça va être et tout, là, si jamais il y a une vacance et tout, ben on va tester. Il n'y a pas un jour de vacances, les mecs se battent pour habiter là, et il y a donc même des gens, si vous voulez, qui ont retrouvé un emploi par la modification intérieure. C'est-à-dire qu'en étant embauchés par le charpentier, ont compris qu'ils pouvaient faire la menuiserie, et d'un métier qu'ils avaient appris et jamais exercé, il y a un logement social où il a mis son séjour au premier et il a mis l'atelier de menuiserie au rez-de-chaussée. Alors on en a fait 3, en 11 ans pour en faire 3. Et maintenant il y en a 8 parce qu'on a laissé copier. On a dit, mais en fait de compte, maintenant allez-y, quoi, faites ce que vous voulez, mais le principe c'est un toit très isolé et une façade isolée, et après à l'intérieur faites ce que vous voulez. Ça s'appelle les bogues du Blatt. Voilà où c'est. C'est pas mal. Ça, c'est le maire. C'est le maire, non pas le maire. Ça, c'est celui qui a le pull beige. Il a fait l'école polytechnique. En 68, il a fait un stage dans la mine. Et il a dit plus jamais ça. Il est devenu éducateur social. Et là, il est à la retraite. Il est le premier adjoint. Donc, c'est sûr qu'on avait comme maire un agrégé de mathématiques et comme premier adjoint un polytechnicien. Donc, ça aidait dans les discussions dans l'administration. Bon, voilà, donc il n'y a pas de clôture, bien sûr, il y a souvent été évité, et ça, c'est voilà, c'est comme ça de 3 ans ou 4 ans après, quoi. C'est des photos qu'on m'envoie, mais moi, je ne fais jamais revoir ce que j'ai fait. Pour pas... Voilà le maire en train de faire à manger. Ça, c'est ce que j'ai été élevé chez les jésuites, et le premier collège de jésuites, il est à Billon. Il est à côté de Clermont-Ferrand. C'est le premier collège qui a été protégé par l'évêque de Clermont. Et donc ce collège a fermé. Il est devenu un truc pour enfants de troupe. Après, pour, je sais pas quoi, un délinquant. Après, il a été fermé. On a construit un collège à côté. Et on a décidé de le réouvrir. Et donc, on n'avait pas le droit de le réouvrir parce que voilà, c'est interdit. Il est classé monument historique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un monument historique qui tombe en ruine, c'est pas grave, mais le réouvrir, d'un seul coup, il y a des règles de l'architecte en chef. Donc, je l'ai réouvert en gardant les parpaings tagués, en disant au cas où tu voudrais les remettre un jour, on va les garder comme ça. Et on les a réouverts, et on a fait d'abord que seules les fenêtres étaient ouvertes, et il y avait des barres, donc les gens venaient près des fenêtres. Voilà, donc, et après, on a ouvert la porte, après, on est rentré, et maintenant, voilà, il est totalement occupé. C'est-à-dire qu'il est redevenu un lieu de vie à Billon. Il était dans cet état-là quand on est entré. Mais c'est un état apparemment désolant, mais voilà, très vite on l'a remis propre, enfin, ils ont remis des bons. Après ça, c'est la cuisine. Parce qu'on a retrouvé la cuisine, on retrouve tout. Dans la chapelle, on a fait la salle de spectacle et tout. Voilà. Ça, on a fait le jardin, on a même retrouvé la roseraie et tout. Et c'est de faire ça, c'est une journée du patrimoine. C'est de dire, vous voyez, on a osé l'ouvrir et on ne voit pas pourquoi. Alors, de temps en temps, on change des fenêtres ou de temps en temps, on met un polycarbonate.
Ça, c'est le collège qui est à côté, c'est le devant, quoi. C'est le collège qu'on a construit, qui est déjà fissuré, qu'il faut réhabiliter, il n'est pas aux normes écologiques et tout. Là. Il va coûter très cher. Tu vois. Ça, c'est tout, c'est Billon. Alors, pourquoi je montre celui-là? Parce que c'est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des collectifs d'architectes qui considèrent qu'il faut faire son métier quand même en collectif. Comme tous les collectifs, ils explosent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très positif. Quand un collectif explose, il emmène l'expérience avec d'autres, chez les autres. Et donc, on mélange les expériences. Et donc, là, c'est un collectif qui s'appelle Bellastock, qui a travaillé sur le réemploi à Paris. Et ils se sont séparés en deux. Et là, ils se sont appelés un s'est appelé Rural Combo. Donc, c'était de dire, on va dans la campagne, on achète un bâtiment qui a une valeur nulle, on montre que c'est habitable, et on fait un peu ce que je faisais il y a 50 ans. On fait les plus petites choses que l'architecture réclame. Donc là, ils ont eu un petit contrat du parc naturel. La personne qui a les cheveux blancs et qui a la chemise à carreaux, là, qui est en plein milieu au fond, c'est un grand directeur de parc naturel qui est à la retraite et qui maintenant travaille l'aide aux communes pour faire des PLU qui se réduisent, c'est-à-dire d'éviter l'urbanisation. Jacques. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, je n'avais même pas vu cette photo. Moi, donc, tout le monde occupe le bâtiment. Voilà, maintenant c'est comme ça. Voilà, j'étais pas là, jour-là. C'est dingue, quoi. C'est un truc. Voilà, il y a un marché qui s'est installé devant, je ne savais pas. Voilà, donc un architecte de Rural Combo. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que celui qui a la barbe, le troisième, lui, il est maire d'une commune à côté qui s'appelle Pérignat-sur-Allier. Et Pérignat-sur-Allier était la ville franche de Billon, parce que c'était sur l'Allier. Et donc, quand on a fait l'un, l'autre a dit on ne peut pas faire sans l'autre. Alors que, administrativement, aujourd'hui, il y en a un qui est dans le Grand Clermont et l'autre qui est dans le PNR. C'est-à-dire que Billon, le chef-lieu, est dans le PNR, et Pérignac, qui est le petit village, il est dans le Grand Clermont. Et quand ils se rencontrent et qu'ils se racontent leurs histoires, c'est invraisemblable, parce qu'il y en a un, il est la 3e couronne de Clermont, il hérite des plus pauvres. Tous ceux qui pensent qu'à la campagne, ils vont s'en sortir, et en vrai, non, c'est pas vrai. Alors que l'autre, c'est un village moyenâgeux. Et donc, on a fait que 2 maires se rencontrent et se racontent presque leur réunion apocalyptique, quoi. Enfin, même pas, c'est honteux, quoi. On les mène par le bout du nez sur des opérations petites cœurs de ville ou petites villes de demain, ou je sais pas quoi. Des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, racontez-moi votre truc. Le temps que vous allez passer pour avoir la subvention, c'est mieux de le faire soi-même. Hein. Voilà. Alors ça, c'est à Pérignat-sur-Allier. Donc c'est un autre architecte. Bon, il y a lui de Rural Combo. Là, c'est le maire. Mais c'est un autre architecte qui a lancé une opération extraordinaire, qui est de travailler sur des volumes capables. C'est-à-dire que l'établissement public foncier rachète des maisons à la demande du maire, et après, on ne travaille que sur des volumes capables qui sont dans les volumes, on va dire, moyenâgeux, 18e siècle, et seulement quand on a le volume capable, on définit quel programme on met dedans. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et on est obligé de démolir une maison. Pour avoir une maison, il y a une dent creuse et tout. Et donc après, comme on ne trouvait personne qui voulait habiter dans des volumes capables non normés, c'est ça qui est terrible, moi j'ai voulu tenter l'expérience de mettre sur le bon coin, de dire qu'il y a des volumes capables disponibles. On a eu des pauvres qui sont venus, que je pense qu'aucun organisme HLM ne voit. Parce que le volume capable, pour quelqu'un de très pauvre, qui est un peu à la marge et tout, il y a une possibilité de se reconstruire. Et on a vu quelqu'un, mettons, venir, qui voulait un volume capable pour habiter avec sa mère. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les moyens, avec sa femme et sa mère. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les moyens de la mettre à la maison de retraite. Et il voulait donc un volume capable pour avoir un rez-de-chaussée pour elle, un étage pour eux. Et moi, quand j'ai vu ce mec, il m'a dit, attends, mais voilà, on a la vie, quoi. Grâce au bon coin, on a la vie, quoi. Et donc, on lui a donné. Moi, j'étais pour qu'on lui donne peut-être cette maison, d'ailleurs. Et de temps en temps, il en construit une autre, c'est Boris Boucher. Il est professeur à Clermont-Ferrand, c'est un très grand architecte. C'est aussi une façon de donner une commande à quelqu'un qui n'accéderait pas à cette commande. Parce que moi, j'ai rien à perdre. Voilà, ça c'est la place. J'avais racheté la boulangerie aussi. Moi, j'ai habité à la boulangerie. Là, c'est le marché. Là, maintenant, on est à Pérignat. Voyez, c'est le même marché qu'on transporte. Elle m'a proposé, parce qu'il a failli y avoir une grève aujourd'hui. Alors, moi, j'ai dit, je n'y viens pas, c'est la grève quand même. Si.
Elle m'a proposé de venir me chercher en voiture 5 heures de route Paris, 5 heures de route pour revenir. Je dis, ah non, quand même, on fera un zoom. Et donc la grève n'a pas eu lieu, je suis là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Du coup, bonjour. Natalia Yemkowska, CE de l'Isère, et mission sur l'habité, l'étude sur l'habité demain en Isère. Et la question, est-ce que vous pouvez approfondir un peu sur, ou raconter sur le savoir d'un expert, le savoir profane, enfin, en gros, l'incompétence et la compétence et l'incompétence, s'il vous plaît. Non, c'est parce qu'en effet, très tôt, j'ai lutté contre les spécialisations qui sont donc, comme toujours, elles s'autoprotègent. Les spécialisations sont nécessaires dans un monde complexe, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, corporatistes, vous-même, vous vous protégez, on se protège. Et donc, on pense qu'on a suffisamment de quoi faire avec les compétences alignées les unes à côté des autres. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait la synthèse de ces compétences. Si la personne qui fait la synthèse de ces compétences a une compétence générale, voire supérieure à chaque compétence, ça ne marche pas. On va mettre par terre les compétents. Voilà. Alors, un jour, j'ai un peu comme ce que j'ai présenté au début, c'est de travailler sur, on pourrait dire, la non-connaissance. Mais j'ai presque travaillé sur l'incompétence ou sur l'incrédulité. Ou même, comme je travaillais avec... parce que, je peux le dire, parce que dans la salle, je pense que vous êtes majoritaire, c'est plutôt des femmes qui ont travaillé avec moi. Parce que ce métier était un métier que les hommes ne voulaient pas faire. Parce que c'était un métier qui était, en fin de compte, voilà, j'ai pas construit, n'était pas valorisant et tout. Donc j'ai commencé beaucoup avec des femmes. Et je disais toujours, en fin de compte, j'ai travaillé... Alors ça peut, en effet, aujourd'hui, ça peut être critique, mais c'était travailler avec plus de douceur, par exemple. Travailler, je faisais exprès d'ailleurs, même, puisqu'on les a rangés dans le domestique, et bien peut-être qu'on a les experts du domestique. Voilà. Alors qu'on ne les considère pas comme compétentes, parce que la domesticité, c'est en fait compte, c'est quelque chose qui est négatif, quoi. Et donc j'ai souvent fait pour retourner une compétence réelle, une compétence intuitive, une compétence de désir, une compétence de force comme ça, ou une compétence de la jeunesse. J'ai travaillé souvent, mettons, avec des gens très jeunes. C'était de dire peut-être que la jeunesse, par son vertige peut-être de la vie, elle a un courage que quelqu'un de compétent n'a plus. Et peut-être qu'il faut amener une incompétence de la jeunesse ou une non-connaissance. C'est pas que je suis contre la connaissance, mais c'est pour qu'en fin de compte, il y ait encore une connaissance vierge qui permette d'avoir envie d'acquérir pendant l'acte une autre connaissance. Et donc, quand vous le faites comme ça, c'est très drôle. Quand moi, j'ai amené d'abord presque toujours des femmes, parce que seules, elles voulaient travailler avec moi, c'était pas un choix de ma part, c'était la réalité, et qu'après, j'ai amené des gens très jeunes, voire des gens qui étaient naïfs. Voilà. Et j'ai vu que je pouvais retourner des situations. Et entre autres, mettons, parce que là, je vais vous quitter pour aller demain faire que j'ai pas montré, mais l'équipement que je préfère dans ma vie, si vous voulez, j'ai fait un bâtiment pour Slava Rostropovitch, le violoncelliste, si vous voulez. Et Slava Rostropovitch, il était directeur d'un festival, et moi, bon, je faisais des gradins pour le festival et tout. Et il dit un jour au mécène du festival, écoute, quand même, moi, vu ma notoriété, voilà, j'ai un truc nul, là, comme ça, des gradins en métal, Patrick, il est sympa, mais enfin, bon, c'est un peu bricolé et tout. D'ailleurs, tu devrais aller voir à Stade, donc en Suisse, le festival Yehudi Menuhin, tu vois, lui, ce qu'il a, quand même. Alors, du coup, le mécène, qui était Antoine Ribou, donc le patron de mécène, me dit, Patrick, allez voir. Moi, j'étais pas allé à Stade et tout. J'arrive à Stade et je perçois que c'est une tente de Frei Otto qui a été faite, donc, voilà, parce qu'il fallait faire une tente prestigieuse, non pas un cirque. Et bien sûr, comme ce qui est beau dans Frei Otto, c'est quand vous allez très loin chercher les points d'accroche et de tension. Là, comme il n'y avait pas beaucoup de place, il y avait le voisin qui voulait pas la pince dans son jardin. Donc, en fin de compte, on a une tente assez nulle. Je rentre dans la tente et je vois qu'ils ont fait toute la correction en bois. Dedans, une conque en bois. Alors je reviens et je dis à Slava Rostropovitch et à Antoine Ribou, non mais en Suisse c'est nul. Ah, alors Antoine Ribou était content, il dit, chouette, on va pas avoir à payer la même chose que pour Yehudi Menuhin. Alors je dis, mais c'est nul. Alors Rostropovitch, qui était quand même un génie, dit, non, moi ce que je veux, c'est une tente en bois. Alors à ce moment-là, Antoine Ribou dit, mais une tente en bois ça existe? Je dis, ah oui, c'est une grange. Et on peut faire une grange comme un cirque pour le même prix, à peu près.
Et j'ai fait donc la Grange au lac. Et cette année, on fête ses 30 ans avec la Philharmonique de Berlin. Je l'ai fait en 1 an, dans une commande qui s'est faite sur un coin de table. Il m'a donné la jauge, le modèle acoustique. On m'a dit on veut que ce soit comme le Musikverein de Vienne. Vous voyez, comme, et on veut que ça coûte 6 millions de francs. Voilà, donc, à peu près. Et il faut que ce soit prêt pour le prochain festival. Et donc, je fais ce projet. J'avais plus d'agence, plus rien, parce que j'étais dans la rue, quoi. Et je prends donc 4 diplômés que j'avais suivis. Et je dis, je vous passe commande de votre première affaire. Voilà, moi je pense qu'on va la faire comme ça, comme ça, comme ça. On n'a pas d'argent à faire comme ça, comme ça, comme ça. Et donc c'est à vous de faire. Et donc c'est leur premier projet. Et ils avaient 23 ans, quoi. Justine Nessy, qui était la chef de projet, avait 23 ans. Elle n'avait jamais fait de rendez-vous de chantier. Je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas. Tu vas être en présence de gens. Au contraire, respecte-les. Et ce bâtiment, vous vous rendez compte que normalement, il devait pas. C'était très dur d'avoir le permis de construire. Et je vais faire un Larsen, d'avoir le permis de construire. Et on me dit, il faut que tu aies le permis, parce que si tu n'as pas le permis, on n'a pas le festival. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé quand est-ce que la commission se tenait à Annecy. Et donc, j'ai pris le train, je suis allé à Annecy, et je me suis présenté à la préfecture. Et où se tient là? On m'a dit, salle 304, je monte à 304, je m'installe, tout le monde arrive, le préfet arrive, et c'était l'année du drame de Furiani en Corse. Donc le préfet arrive et dit, voilà, mais messieurs, et normalement il ne préside pas cette commission. Il dit, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, je tenais à vous dire, on a reçu une directive donc, de la place Beauvau, plus de permis sous réserve 2. On le donne, on ne le donne pas. Parce que là, ça avait été donné sous réserve, Veritas s'était passé, qu'on change les cales au moment de la visite. Et donc c'est non. Voilà. Non, c'est pas sous réserve. Bon. Et à ce moment-là, le préfet dit, bon, commencez pour voir. Alors, il y a quelqu'un qui dit, bon, monsieur le préfet, on va étudier une école primaire à Copenhague. Alors, moi, j'ai la main, je dis, écoutez, excusez-moi, je suis venu en train, est-ce que je peux passer à... Vous êtes qui? Mais moi, je viens pour... Mais vous n'avez pas le droit. Les auteurs n'assistent pas à ces commissions. Moi, on m'a dit que je pouvais venir, je suis là. Et à ce moment-là, au moment où il allait me mettre dehors, il y a le pompier qui lève la main, qui dit, monsieur le préfet, on va le passer en premier parce que j'ai quelque chose à vous dire. Ce bâtiment est le bâtiment que je voudrais tout le temps avoir. Il est tout en bois. S'il prend feu, il brûle. Mais les gens seront sortis en 5 minutes et sa reconstruction donnera du travail à des charpentiers. Alors le préfet dit, écoutez, j'ai jamais entendu ça. Moi. Il dit, mais oui, parce que son bâtiment, il n'a pas de double plancher, il n'a pas de double plafond, il n'a pas de dessous de scène, il n'a pas d'isolant, il n'a pas machin. C'est juste une planche, une charpente et tout. Ça brûle comme ça. Il est de plein pied, il a tous les issues. Pour nous, c'est l'idéal. Et donc, j'ai eu le permis comme ça. Par un pompier. C'est totalement inattendu. C'est pour ça que non seulement il y a l'inconscience ou l'imprévu, la nouvelle, mais il faut s'attendre. C'est pour ça que j'ai eu le Grand Prix d'urbanisme justement sur ça. Le jury a dit, mais on devrait donner le Grand Prix à quelqu'un qui change ou qui a envie d'apporter quelque chose aux pratiques. Et donc, en fin de compte, c'est l'inattendu, l'imprévu. Question, je vais en poser une. Patrick Bouchain, vous parlez du fait que vous avez beaucoup travaillé avec des jeunes architectes. Comme vous avez beaucoup d'expérience, qu'est-ce que vous constatez comme évolution dans la posture des architectes au fil des ans, au fil de ces 50 années? Alors, moi, je pense qu'à l'école, ça s'est amélioré par rapport à l'époque où j'y étais. Ça s'est amélioré parce que, en effet, il y avait des tas de choses qu'on n'enseignait pas, et ça a quand même élargi, on pourrait dire, les connaissances indispensables. Mais en même temps, ça l'a académisé, je sais pas comment on dit, ça l'a rendu académique. Nous, on avait un enseignement académique contre lequel on a lutté. Après, on a eu un enseignement qui a été plus riche sur le plan des sciences sociales et sur l'histoire. Et puis, on l'a rendu trop correspondant à l'université. Ce qui était formidable dans l'enseignement de l'architecture, c'était que c'était l'enseignement sur projet. Donc moi, aujourd'hui, ça me fait rire. On dit, maintenant, on a compris, il faut qu'on fasse un enseignement sur projet. Enfin, voilà, c'était ça qui était formidable. Moi, pour dire, j'ai pas passé plus d'un quart de temps à l'école. Les 3 quarts du temps, on travaillait.
Et moi, j'ai payé mes études et on travaillait chez des architectes. Donc, on était praticiens et à l'école. Il y avait un truc comme ça, un aller-retour qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors, moi, je pense que ça a amélioré, mais comme tout, il y a son pendant. Et ensuite, si vous voulez, il y a un problème, c'est que le corps s'est replié sur une pratique qui n'est pas celle que je viens de décrire. Et comme on va former, même si la France n'a pas autant d'architectes qu'il le faudrait par tête d'habitant, ça je ne remets pas en cause par rapport à d'autres pays, mais il faut qu'on puisse donner à cet architecte des missions qu'on ne lui donne pas aujourd'hui. Des missions sur le paysage, sur l'espace public, sur l'enseignement, enfin des choses sur des missions, comme vous en avez vous d'ailleurs. Le CAE est une réponse à ça. Voilà, des conseils, ainsi de suite. Mais les architectes ont tendance à moi, je voulais faire rentrer le design et l'architecture d'intérieur dans l'enseignement. Moi, j'ai fait rentrer la scénographie. Vous voyez, parce que je pense que la scénographie, telle que je la fais, peut-être que telle que je l'ai faite au théâtre, elle m'a aidé pour faire de l'espace public, ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait au contraire élargir les métiers qui concourent à l'environnement, dont l'architecture fait partie, donc peut-être que l'architecture est l'objet le plus représentatif, mais il faudrait élargir. Et donc je pense que là-dessus, l'Ordre des architectes a une position rétrograde, fermée. Et donc comme moi, je ne voulais pas payer ma cotisation à l'Ordre, considérant que je ne faisais pas de l'architecture, donc vous vous rendez compte que je ne pouvais pas m'assurer à la MAF. Donc j'ai été obligé de m'assurer à une autre compagnie d'assurance, à la SCAB, qui était plus chère. Donc je payais le double de si j'avais payé à la MAF. Et après, d'ailleurs, la MAF s'est rendue compte qu'elle perdait. Elle a commencé à vouloir assurer les ingénieurs conseils et les prototypistes, ce que j'étais moi, et les gens de l'architecture intérieure. Donc je pense que vous devriez ouvrir parce que, voilà, vous voyez, le fait que les architectes aient accepté cette loi scandaleuse de dire qu'on peut construire une maison sans architecte jusqu'à 170, je ne sais plus combien de mètres carrés, c'est d'ailleurs reconnaître que tout ça ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, il faut qu'on le répare, parce que c'est un mitage qui a été mal fait, parce qu'on ne s'en est pas occupé. Donc moi, à l'époque, je luttais contre. Je disais, mais vous êtes malade. 77, vous êtes complètement malade, là. Rien ne doit être fait sans architecte. Et donc j'ai fait exprès, quand Jacques Lang a été ministre de l'Éducation nationale, de faire une bourse aux petits projets. Et donc j'ai ouvert un local pour les universités et j'ai fait une annonce comme quoi, pendant l'été, tout architecte qui voulait suivre un chantier pour améliorer un petit truc à l'université était le bienvenu. Mais vous voyez, refaire les toilettes de Jussieu, les casiers de Assas, l'abribus de, je ne sais plus où c'était, à Saint-Denis, ainsi de suite. Et donc, il faudrait que même la puissance publique sache aussi appeler presque en commande directe des architectes en disant, bah, tiens, ça plutôt que donner à quelqu'un qui est juste un conducteur de travaux, ça relève d'un concepteur. La mise en peinture, mettons, à Blois, je tenais des commandes. C'est comme les architectes me reprochaient d'avoir mis un atelier public. J'avais dit, vous vous trompez, je vais relancer la commande architecturale. Parce que je vais exiger des promoteurs que vous ayez des contrats complets, par exemple, et non pas simplement des permis de construire. Mais donc, j'ai donné des permis de construire, j'ai fait des instructions de permis de construire en public. Parce que c'est intéressant qu'un auteur défende avec un promoteur, social ou privé, son projet. Et il n'y a aucune raison de faire une réunion publique après. Donc les élus, le pompier, le machin, on y va. J'ai fait exprès de dire, je suis capable de donner un permis de construire en 8 jours. Bon, j'ai un peu exagéré, et c'est de dire, en fait, on peut administrativement le donner en 8 jours. Voilà. Donc je pense que c'est ce que vous rencontrez sur la vie sociale, pratique, que vous devriez faire remonter en disant, bah, tiens, ce cas-là, je le traite en exception à côté de ce que j'ai dans la commande, un peu comme une recherche pour moi-même, quoi, une recherche-action. Donc je pense que c'est ça qui manque. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure, moi, je me suis battu contre la HMO. Parce que l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est une reconnaissance que l'enseignement n'est pas bien fait et qu'il faut que la profession contrôle une dernière fois si c'est bien fait. Alors moi je trouve ça scandaleux parce que ça veut donc dire que c'est une sorte de numerus clausus caché, une façon de dire bon voilà on a recruté tout le monde mais après on va contrôler nous quoi. Et donc j'ai dit alors ok mais à condition qu'on puisse faire ça HMO dans une collectivité locale, dans une entreprise privée, dans un office d'HLM et dans un CAE. Je m'étais battu pour qu'il y ait des HMO dans les CAE. Alors, l'ordre s'est battu contre
On va dire, ben non, il n'y aura pas d'architecte. Alors dans les CAE, vous en avez. Et quand moi je faisais dans des entreprises, je disais, ben, on leur donnera un parrain. Moi, j'ai été parrain de gens qui ont fait leur HMO dans une entreprise de construction bois, par exemple, de charbon de bois. Oui, je pense que c'est mieux pour un architecte qui rentre sur le marché après, pour lui-même, d'avoir fait 1 an chez un charpentier bois que chez un libéral qui va lui apprendre ce qu'on peut apprendre assez vite quand même. Ouais. Et vous savez comment j'ai eu l'idée? Parce qu'il y avait plein de jeunes qui n'avaient plus de possibilité de faire des stages, parce que ça coûte quand même cher pour des petites structures. Et donc, il y avait 2 jeunes femmes architectes à Nantes que j'adorais. Et elles m'avaient dit, bon, on n'a rien trouvé. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas être architecte. Parce qu'on n'a rien trouvé. J'ai dit, mais inventez, quoi. Alors, du coup, elles ont commencé à faire des boutiques, tout ce qu'on fait quand on n'a pas de travail, quoi. Et en fin de compte, elles ont vachement appris. Et donc, j'ai défendu l'idée qu'elles présentent qu'est-ce que c'est qu'une auto-formation de gens qui ne trouvent pas un stage. Et donc, elles ont eu leur HMO. Donc, j'ai créé une jurisprudence, quoi. Bonjour, Céline Moutet, j'anime la démarche d'ingénierie publique qui est conduite par le département en direction des collectivités. Je ne suis absolument pas experte en architecture et en urbanisme. J'ai une jeune étudiante qui travaille avec moi au département, qui est apprentie et qui est en train d'engager une réflexion, un mémoire sur l'habitat réversible. Et voilà comment, avec l'habitat réversible, favoriser l'installation des agriculteurs et puis redynamiser l'espace rural. Donc je vous pose un peu cette question, qu'est-ce que ça vous inspire pour potentiellement la guider dans ses recherches et lui apporter voilà, des éléments de réflexion. Merci beaucoup. Déjà, par rapport à ce que j'ai fait, les gens pour lesquels j'ai travaillé au début étaient dans des espaces qui n'étaient pas faits pour. Donc c'est là où j'ai découvert, presque même d'un point de vue théorique, ce qui n'est pas fait pour est plus adapté à que ce qui est fait pour. Parce que ce qui est fait pour, si vous voulez, est trop directif. Et en fin de compte, il empêche l'appropriation. Et ce qui est fait pour oblige un mode de vie. Voilà. Vous pouvez avoir envie, peut-être, je sais pas, de faire la cuisine dans la salle de bain qui n'a pas de fenêtre et de vous laver à la lumière du jour dans la cuisine, par exemple. Alors, j'ai commencé à dire, tiens, ce qui n'est pas fait pour est plus adapté à. D'ailleurs, même tous les bourgeois ou les bobos, je ne sais pas comment on l'appelle, quand ils utilisent, d'ailleurs, ils habitent des lofts, c'est bien ce que ça offre, le loft. C'est que ça offre en effet un espace qui est inattendu et qui est donc légèrement modifié, mais qui est appropriable. Alors moi, je pense que c'est une discussion que je voudrais prendre, mais c'est là, je pense que je n'aurai pas le temps de me battre sur ça. On ne devrait plus donner de permis de construire s'il n'y a pas un projet de retournement. Voilà. On devrait dire de réversibilité ou de retournement ou de changement de destination. On devrait dire, en fin de compte, le concepteur, il a choisi le poteau poutre ou je sais pas quoi, ou les fenêtres comme ça, je sais pas quoi, voilà, tout, parce qu'il pense que, l'habitant pourrait peut-être donner un avis au moment où on construirait, je sais pas quoi, et dans le pire des cas, si c'était pas ça, on pourrait dire que le propriétaire pourrait, pour le remettre sur le marché de manière plus alléchante, le remettre sur le marché avec un autre usage. Donc, c'est compliqué parce que sur le plan réglementaire, l'espace de travail n'est pas considéré comme l'espace d'éducation et d'habitation. Donc on pourrait dire un permis de construire devrait faire attention de ce qu'il démolit. Puisqu'il démolit pour faire un projet, on ne peut pas tout garder. Qu'est-ce qu'il fait de la démolition? Il ne devrait jamais y avoir un permis de démolir séparé de la construction, la même chose. Et il devrait y avoir un permis, en fin de compte, de réversibilité ou une orientation de réversibilité. C'est pas de prendre d'auteur, qui dirait, moi, je peux faire ça. Et par exemple, on devrait interdire tout permis de construire d'une tour de bureau où les fenêtres n'ouvrent pas, par exemple. Ça va être la première des règles. Vous ne voulez pas les ouvrir parce que voilà, vous préférez la climatisation, mais si un jour on remet une poignée, on pourra ouvrir, on pourra faire des logements. Et donc je pense que ça, c'est une disposition écologique, et c'est une disposition très simple, et c'est une disposition intellectuelle, qui force une réflexion intellectuelle. Alors moi j'ai tenté de démontrer un peu ce que vous faites là, ce que vous dites, pardon, ou ce qu'elle veut faire, c'est de dire, mais regardons qui travaille. Il y a des gens qui travaillent la nuit, même dans l'industrie, les 3-8. Il y a donc il y a des gens qui dorment le jour et qui travaillent la nuit. Et donc, il y a des gens qui travaillent chez eux, parce que le télétravail, maintenant, on en parle facilement, mais avant,
il y avait des gens qui travaillaient chez eux. Il y avait des couturiers, des couturières, ou des gens, des tricoteuses et tout. Moi, j'en ai connu dans les HLM pour faire des compléments de salaire, travailler chez elles. Mais dès que vous approchez un métier qui, d'un seul coup, est un métier un peu au-dessus, mettons, vous voyez un menuisier dans un logement social faire l'étude mairie, immédiatement, il est mis à la porte. Et d'ailleurs, faites une déclaration du siège social d'une entreprise commerciale dans un logement social, le lendemain, l'office d'HLM vous menace de vous mettre à la porte. Alors on demande aux gens d'être autonomes, d'être auto-entrepreneurs, et ils n'ont pas le droit de démarrer une auto-activité, on appelle ça une auto-entreprise, chez lui, sauf si c'est l'ordinateur, ça ne se voit pas. Mais si on est en dehors de l'ordinateur, c'est non. C'est horrible. Moi, j'ai fait des essais avec les offices d'HLM. Je dis, mais je ne comprends pas. Vous vous rendez compte, cette femme, elle vit seule, elle a des enfants, et elle a des revenus trop faibles. Il faut qu'elle travaille chez elle pour compléter et payer son loyer. Et vous l'empêchez. Donc, vous sciez la branche, quoi. Et vous dites après qu'il y a des gens qui font des non-paiements de loyer. Je ne comprends pas bien. C'est impensable. Non, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Et il ne faut pas être hargneux. Oui, il faut être hargneux. Tout le temps raconter que la vie, elle est comme ça. Et d'ailleurs, c'est même drôle de dire, et vous, d'ailleurs, comme ça, moi, je fais, non, et vous, vos enfants, ça va bien, là, à l'école, ils sont bons, ça va, ils vont avoir du travail. Des fois, il y a des gens qui disent, bah oui, excusez-moi, en effet, vous ne pourriez pas prendre en stage ma fille, là, parce que vraiment, elle n'est pas bonne à l'école, quoi. Bonjour, merci pour la conférence. Emmanuel, jeune architecte. J'ai travaillé 2 modestes années dans une agence d'architecture. Et aujourd'hui, je fais du chantier participatif pour apprendre le métier de la construction. Moi, je voulais vous poser une question un peu générale autour du thème de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous avez beaucoup parlé d'assistance d'artistes, d'assistance d'habitants. Et moi, c'est vrai que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est quelque chose que j'ai découvert après en pratiquant, parce qu'à l'école, on nous a pas parlé de ça, je ne savais pas que ce métier existait. Et est-ce que c'est un métier qui existait déjà à cette époque-là, quand vous faisiez de l'assistance, ou c'est quelque chose qui est venu après? Et quel regard est-ce que vous avez là-dessus? Je pose cette question parce que j'ai posé cette question à d'autres archis, et j'ai eu d'un côté des personnes qui me disaient « mais c'est génial, on a un programmiste, il fait un vrai programme, pour une fois on a une vraie demande, on peut faire un vrai truc ». Et j'ai eu d'autres archis qui me disaient « ah, c'est salaud, il nous pique le boulot ». Donc un peu votre avis ou histoire sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. En effet, moi je pense que j'ai été très longtemps assistant à maîtrise d'ouvrage, public et privé, puisque j'aidais à passer des fois de la demande de la commande, la demande, je ne sais pas à quel moment ça se définit. C'est peut-être une demande, souvent c'est une plainte qui devient une demande, qui devient une commande, on élabore un programme et après on choisit un concepteur. Et puis, le concepteur choisit des entreprises, puis après, il y a un utilisateur. Et en effet, comme je disais tout à l'heure, il y a un maillon manquant, et on perd à chaque étape. Et donc, il faut un assistant à maîtrise d'ouvrage qui se rappelle qu'il y a une demande. On ne va pas la perdre, cette demande, parce que sans s'en rendre compte, on ne sait même plus pourquoi il y a eu la demande et la commande, quoi. Donc, moi, j'ai été un des premiers assistants à maîtrise d'ouvrage, mais ça ne s'appelait pas comme ça. J'étais assistant d'un politique ou d'un maître d'ouvrage pour l'aider à comprendre. Et après, il y a eu, quand j'ai commencé, l'arrivée des délégations de maîtrise d'ouvrage. Comme il y a eu la décentralisation et des collectivités qui sont devenues maîtres d'ouvrage et qui n'avaient pas de compétences pour conduire certaines maîtrises d'ouvrage, il y a donc des métiers qui sont arrivés de délégation de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que la collectivité est maître d'ouvrage en titre et elle délègue la maîtrise d'ouvrage à un bureau d'études ou à une société qui est chargée pour ça. Et là aussi, il y a un peu de perte. Donc, j'ai souvent revendiqué qu'on pouvait donner la délégation de la maîtrise d'ouvrage à celui qui va s'en servir, c'est-à-dire à la maîtrise d'usage. Parce que si on donne à celui qui va s'en servir, eh ben mon pote, maintenant que tu as réclamé et on a obtenu pour toi et qu'on va te le construire, ben, tu vas te le faire. Tu ne vas pas nous dire maintenant, mais non, c'est pas ce que je demandais, et tu vas y aller. Et donc, c'est de raccorder la boucle. Le dernier redevient le premier, ou le premier alimente le dernier. Et donc là, je suis en train de le faire, donc sur le grand axe de la Défense, où je voudrais sauver, dans le cas d'un OIN, un établissement d'intérêt national, qui veut faire un travail social,
sur le paysage, parce qu'il y a du paysage foutu, des infrastructures et tout. Aucune entreprise ne peut répondre à cet appel d'offres, parce que voilà, on va avoir que des mecs qui vont combler les trous avec du polystyrène et mettre un peu de terre et des arbustes, quoi. Mais si on veut vraiment faire un travail écologique, on n'a aucune entreprise. Donc est-ce qu'on pourrait, avec une commande publique d'un OIN, passer commande à quelqu'un qui est en même temps un usager, mais qui pourrait faire les travaux, et en recevant de l'argent pour les travaux, il structurerait son action militante, sociale sur le terrain. Donc je vais créer une association de préfiguration qui va permettre à l'établissement public de me passer commande par délégation d'ouvrages à réaliser qui ne pourront être faits que par une association que je vais devoir donc en effet protéger parce qu'elle n'est pas tout à fait en règle. Et donc il faut que je sois à la caution entre l'établissement public et l'association qui du coup devient un délégué de maîtrise d'ouvrage. Donc je pense que ce mouvement entre politique, maîtrise d'ouvrage public ou technique, et après conception publique ou privée et maîtrise d'ouvrage délégué ou pas, public ou privé, et usage public ou privé, je pense qu'en effet, tout votre avenir est là. Il faut se baigner, il ne faut pas prendre une spécialité, mais il faut connaître tout le mouvement. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. Je connais absolument tout le mécanisme. Oui, Monsieur Bouchin, petite question. Donc, moi, je suis Christian Morin, maire de Saint-Jean-Royan. En ma qualité de maire et puis en tant que privé également, je suis maître d'ouvrage. Et à vous entendre parler, ça semble tout facile. On dirait que les choses sont faciles à construire et que vous avez l'air de vous affranchir assez facilement de certaines réglementations, en tout cas, de les remettre en question. C'est vraiment très intéressant et c'est même rempli d'humour. C'est pour ça aussi qu'on les écoute avec attention. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes parfois un peu loin de la réalité à laquelle on est confronté quand on doit discuter avec un maire, avec son PLU, avec une DDT, et voire même avec certains architectes également, et que là, on est un peu démunis. Alors, je venais d'entendre une réflexion sur les assistances à maîtrise d'ouvrage. Ça, on l'a utilisé, surtout dans une commune comme la nôtre, on n'a pas toutes les compétences pour vraiment apprécier et caler sa maîtrise d'ouvrage. Vous avez parlé de maîtrise d'ouvrage déléguée. On l'a utilisé, nous, ici à Saint-Jean, pour construire la maison de santé il y a 2 ans maintenant. Ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'il y a des formules, mais il n'empêche qu'au niveau réglementation, au niveau normes, au niveau respect de toutes les normes, pas seulement environnementales, mais même construction, on est quand même confronté à beaucoup d'obligations qui nous éloignent très 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 loin un petit peu la liberté dont vous semblez parler dans les projets, dans les constructions. Bon, c'est une réflexion, je ne sais pas si c'est une question, mais qui mérite peut-être un petit commentaire de votre part. Vous avez raison, mais je ne suis que dans la réalité. Et ça, le problème, c'est que j'ai voulu démontrer que du petit au grand, en effet, on ne réussit pas toujours. Moi, ce que je vous disais à midi, c'est que moi, on me dit, mais quels sont les projets ratés? Mais il y en a 9 sur 10 qui sont ratés. Mais en fin de compte, c'est des projets qui lèvent un lièvre, voient si c'est possible, commencent une opération, elle s'arrête, elle entraîne un autre, et au bout du compte, il y en a un qui sort. Donc les 9 préparent celui qui sort. Donc moi, je ne pense pas avoir raté. Je pense qu'il ne fallait pas en faire un, il fallait que j'en mène 9 comme ça, de front ou en ligne. Mais après, quand je passe à l'acte, justement, comme souvent on me fait votre remarque, parce que à force de tout le temps dire non, 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 on pense qu'on peut dire non. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès à chaque fois de changer de secteur. On va dire la culture c'est normal, les petites communes c'est normal, le privé c'est normal, je sais pas quoi. Et donc j'ai même fait un office d'HLM. Vous voyez les maisons qui étaient en couleur tout à l'heure, vous vous rendez compte que c'est un office d'HLM Nord-Pas-de-Calais qui, dans le cadre d'une opération en rue, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais quand vous en vivez une, c'est redoutable. Ça veut dire qu'en gros, il faut démolir pour avoir les financements, quoi. Et comme là, on allait démolir des maisons qui avaient été construites avant la cité
et que Roland Castro a gagné le concours pour transformer la cité, où il a fait des toits à 2 pentes et ainsi de suite, pour rendre habitable la cité, ce qui est un leurre, parce que c'est le problème, il n'est pas dans le toit à 2 pentes. On allait démolir ces maisons-là au prétexte qu'elles étaient habitées socialement par le lumpen, quoi, vraiment inhabitables. Les gens ne payaient pas leur loyer, on ne sait pas qui était là et tout. Et donc le maire, qui était donc confronté à cette réalité, c'est à côté d'Outreau, hein, quand même, donc on peut dire que c'est chaud, hein, et c'est la réalité. Il a dit, voilà, il y a un problème, c'est que si jamais on les met dehors, on peut évacuer, en fin de compte, on diffuse la pauvreté ou le peu de lien social qui a été créé. On ne sait pas où ça va, c'est dramatique. Si on réhabilite comme on doit le faire, on met les gens dehors pendant un certain temps, mais on fait l'opération coup de poing, et round, tac, tac, et on les remet dedans. Vous savez ce qu'ils font? Ils démontent tout, ils le vendent. Et ils vont rechercher à la déchetterie ce qui leur manque pour réapparaître leur logement. Il m'a dit, est-ce que toi, tu voudrais faire une expérience? On ne démolit pas. J'ai dit, alors écoute, on ne démolit pas, mais comme tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent pour le faire, mais comme démolir, c'est 40 000 € par maison, tu vas me donner, puisque là, il y a 60 maisons, tu vas me donner donc l'équivalent de la démolition, argent que tu as, alors que l'opération en rue 2, tu n'as pas l'argent. Donc, moi, je ne veux pas supprimer le logement. Et donc, tu me donnes les 40 000 € libres. Au moment où j'ai prononcé ce mot-là, il me dit, ah ben non, comme vous. Ah ben non, mais attends, la DDT, le machin, le préfet, le truc, ah ben c'est pas possible. Ah ben je dis, alors, tu démolis. Il dit, non, je ne peux pas démolir. Ben, il faut faire un effort. Et si je ne veux pas démolir, il faut faire un effort. Donc, on a fait une réunion avec tous, en disant, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Caisse des dépôts, avec le préfet, avec la DDT, avec l'office HLM et tout. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ben, peut-être qu'on pourrait faire que la moitié des 2,4 millions qu'on aurait pour la démolition, on le donnerait pour refaire le clos et le couvert aux normes. Toiture, machin, étanchéité et protection extérieure. Donc j'ai fait des protections en parpaing, j'ai pas mis de tôle et tout, parce que là, ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait vraiment un parpaing extérieur, un doublage, un entablement de fenêtres larges et tout. Et dedans, l'argent restant, libre. Eh ben, il dit non, je dis, mais je comprends pas. Les régies de quartier, elles fonctionnent avec de l'argent comme ça pour faire des réparations. On va créer une régie de quartier, elle va recevoir 1,2 million, et moi je gère le 1,2 million de travaux. Vous pouvez pas savoir, on est resté 3 ans, parce que ça a été long. Et on a dit à chaque personne, il n'y a que 20 000 € pour faire ta maison dedans. Et les gens ont fait comme un bourgeois. Ben, quand on refait que la salle de bain, parce qu'on n'a que 5 000 €, tout, et ils ont pas le papier peint, je le ferai moi-même, mais la salle de bain, je ne sais pas le faire moi-même. Ou Roger, il sait faire la salle de bain pour même pas le prix. On a fait les descriptifs ensemble, les prix ensemble, on a fait le planning ensemble, et on a fait non pas 200 maisons, une opération de 200 maisons, on a fait 200 fois une maison. Et vous vous rendez compte que la Caisse des dépôts a dit, mais vous vous rendez compte, il va faire 200 dossiers. Je dis, bah oui, il faut faire 200 dossiers. Quand dans une banque, vous allez emprunter, vous n'attendez pas que tout l'immeuble emprunte pour donner un emprunt à quelqu'un. Et donc, c'est ça qui a tout changé. Chaque maison apportait un nom, la personne, histoire de la maison. L'office HLM ne savait même pas qui habitait dedans, parce qu'ils avaient redonné leur maison à leurs enfants et ainsi de suite. On a fait une reconfiguration sociale, et après, on a donné le budget, et après, une grande partie des travaux sont faits en autoconstruction. Pas de planning, pas de rien, tout. Oh, ben, viens pas ce matin, j'ai mal à la tête, repasse demain. Hein. Et quand on est parti, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Et donc, vous voyez, et l'office HLM, Nord Littoral, il avait fait des expériences que j'avais connues à Bourges, qui étaient vachement bien, qui étaient que quand vous voulez loger quelqu'un de très pauvre, et que vous n'avez pas les moyens de le loger en logement social parce qu'il va perturber la collectivité et tout, on passe par une association qui s'appelle le bail glissant, qui prend le bail privé en ville pour lequel l'office HLM l'aide à prendre cela, et l'association porte quelqu'un de très pauvre. Et quand cette personne est réinsérée, on lui passe le bail. Moi, je pense qu'il y a des... En effet, voilà, c'est une énergie positive, quoi, c'est tout. Mais vous avez raison, c'est invraisemblable que ce ne soit pas possible. On n'est que 1% de la population mondiale et qu'on se, quand même, là c'est un peu poil de cul quand même, et qu'il y en a quand même d'autres qui ont d'autres questions. Je suis Lisa Dumay de l'association De l'Air. Il y a une douzaine d'années, le Parc naturel régional du Vercors a lancé une expérimentation grâce à des fonds européens sur la question des espaces publics. Et j'ai eu la chance de travailler là-dessus sur la commune de Saint-Jean-en-Royan à l'époque.
en association d'ailleurs avec le CAUE de la Drôme. Et j'avais envie de vous le raconter, Patrick, parce que c'était à l'époque, j'étais associée avec le collectif Existe et avec un petit centre d'art de Pont-en-Royan, non loin d'ici. Et en fait, on a mené pendant 2 ans une expérimentation assez dingue, très libre, grâce notamment aux élus qui portaient complètement cette démarche. Et nous sommes allés jusqu'à un quartier d'habitat social qui s'appelle Les Chaux, quartier qui est à Saint-Jean. Et on a profité de la démolition d'un immeuble HLM, un immeuble de Drôme Aménagement Habitat à l'époque, où Existe a récupéré, le collectif a récupéré des matériaux, notamment la charpente, mais aussi des portes, des baignoires, etc., pour créer notamment un kiosque qui appartenait aux habitants du quartier, aux collégiens qui étaient juste à côté. Juste pour information, le collectif Existe, c'est un des premiers collectifs, on va dire, d'architectes plasticiens qui sont un peu les petits-enfants de Bouchain, comme ils le disaient à l'époque. Et tout ça pour dire que c'est quand même pas anodin d'être que vous soyez là aujourd'hui. En tout cas, moi, ça résonne assez fort avec cette expérience. Et que j'avais envie de vous entendre, en vous racontant ça aussi au passage, j'avais envie de vous entendre sur la question de l'importance de l'expérimentation et de la carte blanche. Et que justement, ce que vous dites, c'est que face aux normes et face au cadre dont on a besoin absolument, il faut vraiment remettre aussi le pouvoir de l'imagination et du lien social, je pense, au centre. On a commencé avec une charrette, avec un four à bois dessus. On a fait du pain à partir des recettes locales, à partir des savoir-faire vernaculaires. Et je pense que c'est parfois modestement qu'on peut aussi aller à la rencontre des habitants et que ça commence parfois par ça, d'être architecte ou urbaniste, en mettant les pieds sur le terrain, en rencontrant les gens et en le faisant modestement mais sûrement. Et j'avais envie de vous entendre sur cette question de la carte blanche et de l'expérimentation qui, à mon avis, est tout aussi importante que les cadres réglementaires dont on a aussi besoin. Bon, puisqu'en effet, c'est plus que mes enfants. Enfin, c'est très proche, quoi. Et donc, c'est eux, parce que avant, quand on passait son diplôme d'architecte, il fallait un pour un projet et un jury. Après, on a commencé à dire c'est mieux d'être 2, parce que voilà, c'est mieux de faire un projet à 2. Après, il y en a qui ont commencé à être 3, et à ce moment-là, les écoles ont commencé à dire non, au-delà de 3, c'est un autre jury. Donc, eux, ils ont passé leur diplôme, ils voulaient être 5. Et donc, en étant 5, il y a eu 2 jurys. Et donc, moi, j'ai été président d'un des 2 jurys. Et donc, ça a été formidable, parce que ça a été 2 jurys, en fin de compte, qui ont dialogué entre eux déjà sur la qualité du travail des 5 étudiants d'Existe. Et donc, je les ai vraiment découverts à ce moment-là avec une très grande habileté parce qu'ils ont fait leur diplôme dans la rue. Ils ont fait une construction sur une partie du parc de la Villette que j'avais obtenue et ils ont habité pendant 1 mois la construction qu'ils ont faite. Leur diplôme était sur une construction et comment on peut habiter un quartier. Donc, c'est un peu là qu'on a inventé la permanence architecturale. Et donc, moi, j'ai regardé, je les vois tout le temps, hein, surtout Pierre Schneider. Et on me donne un jour, on me dit, est-ce que tu es d'accord pour avoir le commissariat de la Biennale de Venise? Qui pourrait refuser le commissariat? Moi, je dis, non, moi, je ne suis jamais allé à Venise. Bon, voilà, bon, peut-être, mais enfin, j'ai du travail. C'est un commissaire comme ça, on n'est pas rémunéré, c'est beaucoup de travail. Alors, je vais réfléchir, donnez-moi l'été pour réfléchir. Donc, j'ai réfléchi l'été, ce qui paraissait invraisemblable. Et en septembre, je dis, OK, je veux bien prendre le commissariat. Je dis, bon, on est content parce qu'avec toi, ça va coûter moins cher. J'ai compris pourquoi on me choisissait. Et je dis, on me dit, quel est ton sujet? Je dis, je vais habiter le pavillon. Et vous voyez, de prononcer ce mot, ils ont cru que c'était un concept. Alors, ils m'ont laissé faire. Habiter le pavillon, il a fait une exposition sur habiter le pavillon. Et un jour, je passe devant le contrôleur de gestion, le contrôleur financier du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est mixte Affaires étrangères et culture, et le mec, il voit le devis, et il voit casserole, oreiller, frigidaire. Le mec, il dit, mais ça va pas, non? Les affaires étrangères ne vont pas financer des casseroles. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Je dis, mais moi, j'habite le pavillon. Mais on n'avait pas compris. Je dis, mais si, j'habite le pavillon. Alors, il me dit, mais comment on va faire? Je dis, je sais pas, moi, prenez quelqu'un d'autre, mais on n'a plus le temps. Il dit, voilà, c'est ça, vous êtes coincé maintenant. Donc, moi, j'habite le pavillon. Et alors, après, je dis, mais pour quelle raison? Il me dit, parce qu'on n'a pas de ligne pour acheter des casseroles. Oui, pas de ligne. Et alors, vous avez une ligne pour acheter des ordinateurs. Oui, et l'ordinateur, c'est plus proche de l'architecture qu'une casserole. Vous me le démontrerez. Moi, je pense que la casserole est plus proche de l'architecture que l'ordinateur. Il dit, ah oui, c'est vrai. Bon. Il me dit, bon, allez, faites-le. Et donc, on l'a fait. Et pour habiter le pavillon, il fallait que je trouve des gens qui l'habitent. Et donc, vous vous rendez compte que dès le moment où j'ai eu l'accord,
j'ai donné le pavillon au collectif Existe. Ils sortaient de l'école, avoir le pavillon, habiter le pavillon, construire le pavillon. Parce que l'argent pour construire, on a pris l'argent nous-mêmes pour construire. Habiter, on a pris l'argent, et ainsi de suite. Et donc on a habité, on est les seuls à avoir habité 3 mois le pavillon. On est devenu le pavillon des pavillons. Parce qu'on était les seuls à avoir des toilettes, les seuls à avoir une pharmacie, les seuls à avoir la Wi-Fi, les seuls machin. Et donc du coup, le pavillon français est devenu le pavillon des pavillons. Et tous les 3 jours, on mettait le nom d'un pays qui n'a pas de pavillon. Le Mali, le Cameroun, la Havane, on changeait. Il y a Francia, on mettait la Havana, et ainsi de suite. Vous ne voulez pas savoir, même si vous parlez aux grands architectes, je sais pas, Renzo Piano, il est venu dans ce pavillon, il dit « j'ai jamais vu ça ». Norman Foster, il est venu dire, parce qu'on avait fait une petite piscine, on avait fait un sauna, un hammam et tout. Et bien, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que même l'ambassadeur, qui était Jacques Blot, quand même l'ambassadeur de France, j'ai dû avoir son autorisation pour avoir une adresse Wi-Fi, parce que vous ne pouvez pas avoir la Wi-Fi sans adresse. Il a découvert à ce moment-là que le terrain n'avait jamais été remis à la France. De toute façon, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est retourner des situations qui sont des situations... Bonjour, moi c'est Charlène, je parle en tant qu'habitante du Royan et en tant qu'ancienne élève de l'ANSSI, l'école que vous avez participé à créer. Et je voulais vous entendre un peu sur la notion de participation des habitants, la participation habitante, et l'idée de placer les usages au cœur des projets, qu'ils soient architecturaux ou d'urbanisme. Et comment, en gros, l'architecte ou la personne qui fait des arts appliqués dialogue avec les élus, parce que moi je trouve que c'est souvent difficile, je suis designer aussi, de discuter ou de dialoguer avec des élus qui ne sont pas forcément habitués à ces formats de participation habitante. Et c'est surtout une notion qui est de plus en plus, je trouve, utilisée en tant que façade, comme un leurre. Et comment est-ce qu'on déconstruit ça ? Merci. Voilà, moi je pense qu'en effet, on est tous habitants. Il n'y a pas les habitants, voilà, puis après les autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, déjà la permanence architecturale. Tout architecte ou designer, ou peu importe, ou paysagiste, doit habiter la ville pendant le temps du projet. Déjà, c'est une règle. Donc voilà, on se déplace. Moi, j'ai aucun chantier à Paris, je me déplace. Quand j'étais jeune, voilà, j'habitais un peu partout. Donc ça, c'est le premier, être soi-même habitant. Et ensuite, c'est pas en effet un dialogue où on fait et on dialogue sur ce qu'on a fait, c'est on dialogue dans l'action. Donc il faut trouver un moyen de mettre en route une action dans laquelle 1, 2, 3 habitants sont motivés ou nécessairement actifs. Et c'est eux qui font rentrer les autres habitants. C'est comme ça. Ça peut être des parents d'élèves, ça peut être un élève, ça peut être un élu. Il ne faut pas mettre les élus d'un côté et les habitants de l'autre. Et ça peut être un ouvrier, qui d'ailleurs est une entreprise locale, qui va avoir un chantier local et qui a envie de faire visiter, par exemple, le chantier qu'elle construit. Vous voyez, donc on fait souvent, nous, des chantiers ouverts au public. Donc le samedi et le dimanche, c'est ouvert pour que les gens qui construisent emmènent leur famille pour montrer ce qu'on fait. Ou des fois, on arrête des chantiers. On est compte qu'on a arrêté la condition publique en plein chantier alors que j'étais en retard. Et dit, on s'en fout, on arrête. On a nettoyé, on a fait un essai acoustique en demandant à Manu Chao de faire un concert. Et Manu Chao a accepté de faire le concert. On a vendu les places en 1 heure à la FNAC. Et on a fait un concert dans le chantier avec tous les ouvriers, Manu Chao et 3000 personnes. Et on a vérifié l'acoustique à ce moment-là. Et donc là, d'un seul coup, c'est cette participation habitante. Vous ne le savez pas quand ça arrive. Il ne faut surtout pas la programmer. Elle est comme ça. Et puis elle est comme ça. Alors, on a encore tous beaucoup de questions. Moi-même, j'en aurais plein. Mais on vous propose de clôturer la conférence et de continuer à discuter autour d'un buffet qui est dans la salle juste à côté. Merci.